Bonjour, monsieur Kwadjo Edem. Bonjour à vous, chers chefs d'entreprise. Merci encore d'être avec nous ce matin après le partage d'hier avec le mentor Assalé Bena. Je suis Paul Ngouran, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le chef de projet PAP, le PAP qui est le programme d'appui à la productivité. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous dire merci au nom de monsieur Salimou Bamba, le directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME, et dis merci aussi particulièrement à nos différents intervenants, à M. Edem Kwadjo, qui intervient en moins de 3 semaines pour la deuxième fois pour faciliter l'accompagnement de nos PME bénéficiaires du programme d'appui à la productivité. Pour rappel, le programme d'appui à la productivité, le PAP, est un programme qui est mis en œuvre par l'Agence Côte d'Ivoire PME à travers son équipe projet et qui est financé par la coopération allemande, la GIZ. Le programme a pour cible 700 entreprises ivoiriennes, dont 500 petites et moyennes et 200 micro-entreprises. Il a pour objectif, in fine, de favoriser la création de valeur et de valeur ajoutée également, pour créer à terme 1050 emplois et aussi favoriser l'amélioration de 1200 emplois déjà existants. Et pour ce faire, l'équipe projet, sous la coordination principale de M. le directeur général, a procédé par cohorte. Ainsi donc, pour la première cohorte qui concerne 150 entreprises environ, nous avons mené des actions de diagnostic d'entreprise et d'accompagnement à l'amélioration des pratiques d'affaires pour accroître la productivité des PME bénéficiaires du projet. Ensuite, nous sommes passés à la deuxième cohorte qui a été concentrée essentiellement sur l'appui à la structuration et l'amélioration de l'accès au financement, parce que la cohorte 2 a coïncidé avec la crise sanitaire de Covid-19 et donc il était question pour nous, à travers le FSPME, qui est le fonds de soutien mis à disposition des entreprises, il était question pour nous donc d'aider les PME qui avaient des difficultés à pouvoir soumissionner, à pouvoir être structurés pour faciliter leur éligibilité donc au financement du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et pour finir, nous avons donc recruté une troisième cohorte qui est la cohorte 3, cohorte pour laquelle nous avons procédé comme toutes les autres, savoir un diagnostic pour améliorer les différentes pratiques de gestion. Et ensuite, nous avons envoyé les cabinets qui ont été recrutés sur appel à candidature, n'est-ce pas, à aller en entreprise pour mettre en place, mettre à exécution ce qu'on appelle le plan de structuration, qui n'est rien d'autre que le résultat du diagnostic qui est fait pour améliorer, corriger, si vous voulez, les faiblesses qui ont été identifiées dans ces différentes entreprises. Et donc, je sais que vous le savez, les cabinets continuent donc leur activité dans vos différentes entreprises. Pour la cohorte 1 et 2, c'est des consultants spécialistes que nous avons envoyés durant le mois de septembre et début octobre dans vos différentes entreprises afin de vous appuyer sur les fonctions ressources humaines et également les fonctions gestion financière et comptable. Et pour les PME de la cohorte 3, c'est les cabinets qui ont élaboré les plans de structuration, comme je le disais tantôt, et donc qui sont en train de mettre en œuvre ces différents plans de structuration, qui sont à un niveau d'exécution. Et donc, nous voyons bien l'amélioration des indicateurs de mise en œuvre des plans de structuration qui évoluent très bien. Et pour faire encore plus intéressant et plus beau, nous avons décidé au niveau de l'équipe projet, depuis le début du projet, de faire participer les chefs d'entreprise à ce qu'on appelle le renforcement des capacités techniques et managériales. Parce que 74% des entreprises ivoiriennes souffrent d'un manque de compétences ou bien alors d'une faiblesse dans les compétences des dirigeants et employés. Et pour ce faire, nous avons identifié des hommes vraiment assez valables, des spécialistes, des experts en accompagnement, des experts sur diverses thématiques. Et c'est dans ce contexte donc que M. Edem Kwadjo, qui est coach formateur, il est expert en stratégie de développement et en intermédiation financière. Il va nous édifier sur la thématique du jour qui est le travail par objectif et motivation, secret d'une entreprise réussie. J'exhorte donc tous les chefs d'entreprise et employés éventuellement que vous êtes, de bien vouloir vous approprier le contenu de la formation de l'expert qui va passer maintenant
Et à la suite de cela, on pourra procéder à la phase de questions-réponses avant de clore notre rencontre de ce matin. Donc, merci encore une fois d'être avec nous ce matin. Monsieur Kouadio, je vous passe la main afin que vous puissiez dérouler votre présentation. Merci et à tout à l'heure. Merci, chers participants. Merci, chers chefs d'entreprise. Merci à l'agence Côte d'Ivoire PME et à toute l'équipe d'encadrement technique. Merci à tous ceux qui ont concouru à la réussite de cette activité. Merci à vous. Alors, je vais partager mon écran qui est relatif à cette formation portant sur... Alors, comme je le disais, merci à tous les managers, merci à l'agence Côte d'Ivoire PME. Cette thématique qui porte sur le travail par objectif et motivation, secret d'une entreprise réussie, va être articulée sur 6 points que nous allons développer tout de suite. Nous aurons une partie qui portera tout à l'heure sur la définition des termes. Nous aurons également une partie qui va porter sur les différents points qui nous permettront de pouvoir comprendre également les notions d'objectif, les notions de motivation et l'alliage de tous ces points-là qui devraient nous permettre à obtenir des résultats assez probants relatifs à une entreprise réussie. Et en fin de formation, nous aurons techniquement 2 ou 3 présentations de spécimens, de templates, de tableaux de bord à partir desquels nous pourrions également discuter. Alors, la motivation, la vraie clé de la réussite. Et comme je disais tout à l'heure, la petite grippe que je suis là fait partie d'un peu mes cordes vocales, mais nous allons y arriver. Alors, travail par objectif et motivation, secret d'une entreprise réussie. Nous sommes en train d'aborder une thématique assez importante dans le schéma de développement d'une entreprise. Nous voyons les termes comme motivation et objectif, les deux alliés ensemble qui nous permettraient de pouvoir atteindre nos objectifs en tant qu'une entreprise, en tant qu'une compagnie, un cabinet ou n'importe quel type de corporation. Alors, nous commençons par une citation qui est portée sur cet énoncé. La motivation, la vraie clé de réussite. Donc, les termes comme motivation, comme réussite, comme objectif, ces termes vont certainement revenir au cours de notre exposé. Alors, quand on a un but, on trace un plan, on s'entoure de personnes engagées, on se donne les raisons d'atteindre ses objectifs et on suit la trajectoire. Alors, nous avons notre entreprise, nous avons créé notre entreprise, nous avons un projet, nous avons une ambition. Et pour atteindre ces ambitions-là, pour atteindre notre objectif, on trace un plan, on se fixe des objectifs, on se donne les raisons. Quelles sont les raisons qui nous ont motivés à créer une telle ou telle entreprise? Quelles sont les raisons qui nous ont emmenés, n'est-ce pas, à lancer tel ou tel projet? Et les raisons qui nous ont amenés à lancer telle ou telle activité ou tel projet, telle ou telle entreprise sont fondées sur des sources de motivation. Donc, à base zéro, quand on manage une entreprise, quand on développe une activité, cela s'appuie sur des sources de motivation. On le dit souvent comme un concept, qu'est-ce qui a motivé la création de mon entreprise? Qu'est-ce qui a motivé le lancement de ce projet? Est-ce que c'était parce qu'il y avait un besoin crucial? Est-ce que c'est parce que je voulais faire comme les autres? Est-ce que je voulais apporter un plus? Est-ce que je voulais apporter une valeur ajoutée? Est-ce que je voulais apporter de la transformation profonde par l'impact et l'influence? Donc, ces éléments-là constituent l'âme de notre lancée. Donc, ce sont les sources de motivation de notre projet. Ce sont les sources de motivation de notre engagement. Donc, comme on le dit, on a un but, on trace un plan, on s'entoure des personnes engagées en se donnant les raisons d'atteindre nos objectifs. Donc, les sources de motivation sont un peu comme la sève qui alimente l'arbre, la tige, la fleur, et ainsi de suite. Donc, ce sont les sources de motivation. Donc, c'est important au moment où nous lançons cette thématique que chacun fasse l'inventaire de ces sources de motivation. Entre deux personnes qui ont lancé leur activité, leur business,
la force qui se dégage dans l'atteinte des objectifs réside, n'est-ce pas, dans l'intensité des sources de motivation, n'est-ce pas, qui animent l'un ou l'autre. Donc, qu'est-ce qui m'a motivé? Est-ce que c'est un défi pour moi d'avoir lancé mon business? Est-ce que c'est un challenge? Qui me regarde? Qui m'observe? Quel impact je devrais apporter? Quelle influence? Qu'est-ce que je me suis dit au départ? Pourquoi est-ce que je lance cette activité? Est-ce que ma réussite va donner encore plus d'aura à mon honorabilité? Est-ce que l'atteinte de mes objectifs devrait permettre, comme je le disais tout à l'heure, une transformation profonde qui fasse aussi ma satisfaction? Donc, c'est important de savoir ce qui nous a motivés dès le départ parce que c'est ce qui nous suit dans la lancée de notre business. Comme je l'ai dit très souvent, un manager doit toujours rappeler les motivations de son engagement, n'est-ce pas? Son engagement personnel qui après est un engagement de corporation, un engagement de toute l'entité morale. Mais il doit chaque fois rappeler les sources de son engagement, qui est un engagement qu'il partage. Écoutez, nous avons lancé cette activité parce que nous constatons qu'il y a un besoin dans ce domaine, parce que nous pensons que nous sommes suffisamment intelligents, parce que nous pensons que nous avons l'élégance de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, parce que nous pensons que nous avons la compétence qui va avec, et si nous ne le faisons pas, nous ratons quelque chose d'important. Il y a un manque à gagner crucial, il n'y a que nous pour apporter la solution. Donc, ça, ce sont les sources d'engagement personnel d'abord, qui s'étendent au niveau, à l'échelle de l'entreprise. Donc, vous allez pouvoir amener, n'est-ce pas, les différents collaborateurs à partager également votre passion du métier, votre passion d'engagement. Si vous ne vous faites pas confiance, vous-même, personne ne croira en vous. Et les premières personnes qui devraient croire en votre projet, ce sont d'abord vos plus proches collaborateurs. Donc, c'est important déjà pour insister sur les raisons de vos motivations. Quand on perd tout, quand on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, quand on connaît des difficultés à n'en point fini, on s'accroche aux sources de nos motivations. On s'accroche sur l'âme de notre projet. Pourquoi je suis là? Quel est mon travail? Comme un leader américain le disait, plutôt que de demander à ce que l'État vous apporte quelque chose, qu'est-ce que vous apportez à l'État? Qu'est-ce que moi j'apporte? Pourquoi est-ce que je lance mon activité? Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'investir? Ça, c'est très important. Alors, comme je le disais de façon d'entrée, le sommet nous allons égrener ce chapelet de sous-importance sur pourquoi travailler par objectif. C'est quoi même travailler par objectif? La motivation en entreprise, qu'est-ce que c'est? La to-do list. La to-do list, c'est aussi comme les tâches quotidiennes qu'on appelle généralement to-do list. Peut-être que c'est un concept nouveau pour certains, mais pas pour d'autres. Mais je vais dire de façon définitionnelle, comprenez ça clairement, parce que c'est anglicisé, to-do list, mes tâches quotidiennes. En fait, ce sont les tâches quotidiennes, la to-do list. Et nous allons voir également les facteurs de motivation en entreprise. Il y a toujours des leviers qui amènent à la motivation. Il y a toujours des éléments qui propulsent à la motivation. Donc, sur les facteurs de motivation, nous allons étudier partager un certain nombre de segments qu'on identifie à travers des études et autres, et qui sont des outils, des paradigmes, des éléments importants qui conduisent à la motivation en entreprise. La marque culturelle de votre entreprise. Chaque entreprise a une marque, chaque entreprise a une originalité, chaque entreprise a son type de fonctionnement et nous verrons tout à l'heure ce qu'on appelle, peut-être le mot sera un peu plus fort, en griffe. Ça n'a rien de sorcier, ça n'a rien de métaphysique. Ne soyez pas dans ces dimensions. On les appelle les rituels en entreprise. Je ne parle rien de métaphysique du tout, mais ce sont les styles de fonctionnement, l'originalité culturelle de l'entreprise. Nous verrons ça tout à l'heure. Alors, nous parlerons également de comment mettre en place un management par objectif, ce qu'on appelle généralement le MPO, le management par objectif. Vous voyez, MPO, c'est le management par objectif. Et nous verrons si le temps nous permet de défiler un certain nombre de tableaux de bord. Alors, pourquoi travailler par objectif? C'est une question assez importante qui constitue un peu le point d'ancrage de
de notre étude. Pourquoi travailler par objectif? Est-ce nécessaire de travailler par objectif? C'est quoi le travail par objectif? Qui n'a pas d'objectif? Qui dira, est-ce que ce n'est pas redondant, rébarbatif de dire pourquoi travailler par objectif? Parce que bien souvent, on engage des énoncés qui demeurent au statut de concept, de simple concept, de simple concept. Et quand on essaie de développer la thématique ou quand on essaie de développer l'approche, on se rend compte tout de suite que effectivement, nous étions peut-être sur une échelle de 1 à 10, nous étions à 3, à 4, à 5, à 2 du niveau de compréhension de ce concept qu'on entend très souvent. Peut-être que vous vous dites que vous travaillez par objectif et que vous n'avez peut-être pas les bonnes méthodes. Je ne vais pas vous donner une clé suisse ce matin. Je ne suis pas tributaire d'une science infuse. Je suis juste à ce niveau-là pour contribuer sur fond de nos expériences parce que nous sommes chaque fois en contact avec les entreprises et nous ne manquons pas de proposer des stratégies de développement parce que c'est ce qui fait notre vie, c'est ce que nous faisons chaque fois. Donc, eu égard de toutes ces situations-là, nous essayons de vous proposer un certain nombre de recettes qui valent quand même un pesant d'or qui vont nous permettre d'ouvrir le sésame de la réussite de notre entreprise. Alors, l'approche définitionnelle du travail par objectif. Alors, le travail par objectif a comme définition, le travail par objectif est un travail qui hiérarchise les priorités en fonction de la stratégie du manager. Il hiérarchise les priorités en fonction de la stratégie du manager. Alors, donc, comme on le disait tout à l'heure par rapport à la to-do list, un travail par objectif est un travail qui planifie. On parle de hiérarchisation. Dans l'armée, on nous parle de soldats du rang, on nous parle d'officiers, on nous parle de sous-officiers, on nous parle d'officiers supérieurs, ainsi de suite. Donc, c'est quand on rentre dans le cadre de notre travail par objectif, on hiérarchise les priorités en fonction, n'est-ce pas, des objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, le travail par objectif est un travail qui hiérarchise les priorités en fonction de la stratégie du manager. Alors, nous avons la notion de stratégie et nous avons la notion d'opération. Nous allons arriver tout à l'heure à de la symbolique et cela va nous permettre de comprendre pas mal de choses. Donc, le travail par objectif hiérarchise les priorités, c'est-à-dire de 1 à 10. Nous devons savoir qu'est-ce qui est important pour maintenant, qu'est-ce qui devrait avoir de l'impact aujourd'hui sur notre activité. Quand nous faisons l'analyse, n'est-ce pas, de notre business, qu'est-ce que nous devrions régler maintenant, qu'est-ce que nous devons planifier pour demain, ainsi de suite. Donc, le travail par objectif, c'est un travail de hiérarchisation des priorités dans l'atteinte des objectifs que nous recherchons, les résultats que nous recherchons. Un travail par objectif est basé sur une méthode. Alors, tout travail nécessite une méthode. C'est l'art de gérer, l'art de planifier, l'art d'analyser, de recadrer, ainsi de suite. Ça, c'est le management. Alors, le travail par objectif est basé sur une méthode. C'est ce qu'on appelle, généralement, vous avez peut-être entendu ça, la méthode DAR, la gestion axée sur les résultats, qui est très souvent utilisée par les ONG. Quand vous travaillez avec une organisation internationale ou une ONG, vous verrez généralement dans le cadre logique, indicateurs, ainsi de suite, vous verrez que soit le projet est conçu, le projet détermine un style de gestion. Donc, à plusieurs reprises, pendant bien de temps, les projets ont été menés sur la base de la méthode DAR. Plusieurs méthodes, mais la gestion axée sur les résultats est cette méthode-là qui est véritablement, elle est très bien connue. Donc, nous allons allier cette méthode-là à notre manière de fonctionner. Donc, un travail par objectif est basé sur une méthode. La GAR, c'est la gestion axée sur les résultats. Alors, le travail par objectif définit quoi? Qu'est-ce que le travail par objectif définit? Alors, le travail par objectif situe les responsabilités de chacun par rapport à une mission donnée. Donc, je me réponds. Le travail par objectif situe les responsabilités de chacun par rapport à une mission donnée. Donc, il situe les niveaux d'exigence. Donc, quand on parle de niveau d'exigence,
on parle d'une intensité, on parle de niveau d'exigence, on parle également d'une échelle. C'est-à-dire, un travail par objectif doit partir d'un point A à un point B. Il doit avoir une date de début, il doit avoir une date de fin que nous verrons tout à l'heure. Donc, le travail par objectif nous permet d'analyser les indicateurs de performance. On parle d'indicateurs de performance, c'est un peu comme le gouvernail du commandant d'un bateau. Donc, le travail par objectif a besoin d'indicateurs. Donc, en fonction de tel indicateur, je sais que je performe, ou en fonction de tel indicateur, je me dis que je régresse. Donc, l'indicateur est un élément qui nous permet, un élément tangible plus ou moins, qui nous permet de pouvoir analyser, de pouvoir justifier, recadrer ou évaluer, je vais dire, notre travail. Donc, il analyse les indicateurs de performance et permet au manager de recadrer et de faire des prévisions. Donc, nous avons le sens de la responsabilité, nous avons le niveau d'exigence, nous avons l'analyse des indicateurs, nous avons le recadrage et nous avons la prévision. Nous avons 5 éléments sur lesquels, n'est-ce pas, se pose le management par objectif. Alors, voyez-vous que dans le management, comme on le dit, c'est diriger, conduire, guider. Et quand nous avons ces deux images, cette symbolique d'image que je présente, je voudrais bien que dans votre esprit, vous voyez le manager comme un pilote et ses collaborateurs dans un ensemble comme les copilotes. Alors, l'objectif, voyez l'objectif comme un plan de vol. Dans la tête du pilote, il y a ce qu'on appelle les lignes imaginaires. Alors, dans le ciel, il y a les lignes imaginaires. Ce qu'est pour le pilote une ligne imaginaire est pour le manager la stratégie. Allô? Allô? Allez-y, M. Quadio. D'accord. Alors, je disais, ce qu'est pour le pilote une ligne imaginaire est pour le manager la stratégie. Ce qu'est pour le pilote les coordonnées, ce qui constitue pour le pilote les coordonnées, se réfère pour le manager comme le plan opérationnel. Alors, que se passe-t-il dans la cabine du pilote? Le pilote est connecté à la tour de contrôle. La tour de contrôle, c'est votre tableau de bord. Vous avez la tour de contrôle qui est votre tableau de bord. Quand vous sortez du champ d'exécution, ce qui vous contrôle, ce qui vous gère, ce qui vous orchestre, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet de vous jauger comme un pont bascule, c'est la tour de contrôle. Et la tour de contrôle, c'est votre tableau de bord. Vous avez votre stratégie. Pour le pilote, la stratégie sont les lignes imaginaires. Quand vous regardez dans le ciel, vous levez la tête, vous ne voyez pas une ligne dans le ciel. Mais c'est des boulevards. C'est des boulevards qui se font, c'est des grands boulevards dans le ciel. Et pour le pilote, il a des lignes imaginées. Maintenant, est-ce qu'il peut quitter, quand il décolle depuis l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny, et naviguer comme il veut, parce qu'il part à Ouaga, parce qu'il part en Chine, parce qu'il part à Dubaï, parce qu'il part à Hong Kong, il se met là, il lance, il met en place tout son système, il décolle et il va comme il veut. On va assister à une catastrophe. Alors, donc, il a des lignes imaginaires. Et comment est-ce qu'il vérifie ces lignes imaginaires? C'est à partir de coordonnées. Donc, en fonction des coordonnées qu'il reçoit, il sait s'il doit aller en altitude, s'il doit descendre, s'il doit aller tout droit, s'il doit incliner légèrement vers la gauche, incliner légèrement vers la droite, avoir des attitudes de positionnement dans le ciel. C'est imaginaire, mais il fonctionne à partir des coordonnées qu'il reçoit. Pour le manager, il a une stratégie. La stratégie n'est qu'une phase, je dirais, théorique de l'aboutissement de ses objectifs. Ce n'est qu'une phase. Tout le monde peut développer une stratégie. Tout le monde peut se dire, bon, aujourd'hui, je crée mon business. Moi, si je constate 10 entreprises
bon, pour le premier mois de lancement de mon produit, je suis sûr que comme le produit est tellement bon, les gens vont y adhérer. Je vais segmenter mon marché à trois niveaux. Ceux qui ont plus de pouvoir d'achat, la classe moyenne et puis la basse classe. Je vais identifier les cadres, je vais identifier les femmes, je vais identifier les jeunes, je vais plus aller dans les endroits de divertissement parce que mon produit est un produit qui rencontre l'apaisement, ainsi de suite. Donc, je sais qu'à partir du mois de janvier, pour le premier mois, je vais me faire 15 millions. Le deuxième mois, 25 millions. Le troisième mois, 30 millions, ainsi de suite. Ça, c'est la stratégie. Quels sont les outils dont je vais me doter pour atteindre mes objectifs? OK, la stratégie des moyens. Donc, la stratégie des moyens vous permet d'identifier les différents outils pour atteindre vos objectifs. Vous allez ressortir ce qu'on appelle le cadre logique. Le cadre logique vous dit, si je fais ceci, je vais atteindre tel résultat parce que voici, voilà, ainsi de suite. Ça, c'est le cadre logique. Si je pose tel acte, l'impact va créer telle influence et à partir de telle influence, j'aurai tel résultat et j'aurai tel positionnement. Tout ce que je suis en train de dire, ce n'est que de la théorie, ce n'est qu'un simple concept. Mais comment est-ce qu'on le réalise? Comment est-ce qu'il est réalisé? C'est-à-dire, entre la stratégie et l'exécution, il y a la stratégie des moyens. Dans la stratégie des moyens, vous arrivez maintenant aux coordonnées. Ce sont des éléments tangibles. Monsieur, si vous ratez telle coordonnée, nous allons piquer du nez. Monsieur, si vous ratez telle coordonnée, ça va aller très mal pour nous. Alors, on met en place les types de coordonnées qui doivent nous permettre d'atteindre tel résultat. Ça, c'est du concret. Alors, lançons le vol. Donc, nous avons la stratégie et nous avons la partie opérationnelle. Donc, l'objectif doit être vu dans son chemin de réalisation, doit être vu tant au niveau stratégique qu'au niveau opérationnel. Il ne s'agit pas pour moi aujourd'hui de vous donner des techniques. Je n'aime pas beaucoup la théorie. Ça me dérange même de trop parler sur des termes et tout ça. Mais c'est vrai qu'on doit comprendre. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur un certain nombre d'éléments. Et puis, j'aime beaucoup la partie questions-réponses. Donc, c'est important d'abord que vous compreniez ces différents éléments. Mais j'insiste que tout ce que nous disons ne peut prendre forme si et seulement si nous allions stratégie à opération. Parce que entre la stratégie et l'opération, il y a un pont. C'est pourquoi il faut bien comprendre les outils qu'on donne. C'est pourquoi déjà, nous vous donnons les outils ici. Après, quand vous avez les outils, allez à la jauge. Je disais souvent, je dis très souvent, il faut tester son niveau de performance. Il faut aller au charbon. Donc, il faut tester tout ce que nous avons reçu en termes d'approche stratégique, de sorte à ce que dans la partie opérationnelle, vous dites, bon, écoutez, bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché ici. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que je suis nul. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que, voilà, je ne me suis pas véritablement engagé. Peut-être que j'ai raté un élément, un facteur exogène que je ne maîtrisais pas véritablement. Il faille qu'à partir de mon analyse SWOT, je puisse véritablement mieux me positionner. Donc, voyez les objectifs comme deux piliers sur lesquels il s'appuie pour pouvoir atteindre les résultats, le but. Donc, dans objectif, tout de suite, le référentiel, c'est stratégie-opération. Stratégie-opération. Alors, chaque objectif suit un couloir d'exécution et un plan. Le plan est différent du couloir d'exécution. Vous voyez les lignes imaginaires. Il ne faudrait pas qu'on vous sorte de votre, je dirais, des objectifs que vous vous êtes fixés. Il ne faudrait pas qu'on vous sorte de votre but, que vous ne manquez pas votre but parce que de l'autre côté, il a essayé telle activité, ça a marché. Nous, est-ce que si on continue dans ça, ça va prospérer? Si vous vous donnez les éléments tangibles selon lesquels votre activité va prospérer, continuez là-dedans. Donc, très souvent, on écoute beaucoup les bruits de l'écosystème sans en tirer véritablement les éléments tangibles. C'est important de faire de la veille stratégique. Et ça, je tiens. Faites la veille stratégique. Comment est-ce que votre marché bouge? Est-ce qu'il est dynamique? Est-ce que le produit que vous lancez aujourd'hui, quelle est sa durée de vie? Peut-être il y a un concurrent qui est en train de préparer un produit plus innovant qui va vous endormir. Peut-être que vous êtes un schéma classique, vous ne mettez pas à jour. C'est important de faire la veille stratégique. Mais quand vous avez fait votre veille stratégique et que vous avez sorti, n'est-ce pas, votre tableau de bord, vous avez sorti votre couloir d'exécution, restez dans votre couloir d'exécution et suivez le plan. Le plan, c'est dans l'opérationnel. La motivation en entreprise. Alors, vous voyez quoi? La motivation en entreprise comme un facteur d'accélération. Voilà, comme un rouleau compresseur qui amène les collaborateurs, d'abord nous-mêmes,
nous-mêmes, nous avons besoin d'être motivés. Parfois, vous pouvez avoir le moelle dans les chaussettes, mais il faut rester droit dans ses bottes et garder la tête haute, fixer droit ses objectifs et aller à fond. Alors, la motivation est comme l'accélération. Alors, la motivation au travail est un ensemble de facteurs personnels. Facteurs personnels, économiques, sociaux, environnementaux, conduisant les salariés à s'investir pleinement dans la réalisation de leur mission et l'atteinte de leurs objectifs. Alors, donc, dans motivation, nous avons des éléments qui sont liés au salarié lui-même, s'intéresser à lui-même, sa vie, ce n'est pas rempli dans sa vie privée, mais vous arrivez au boulot, vous trouvez, c'est comme un enseignant qui a l'habitude de recevoir, corriger les cahiers de leçons de ses élèves et qui se rend compte que l'enfant qui écrivait très bien commence à faire beaucoup de ratures, ainsi de suite. Donc, dans la psychologie de l'enseignant, il s'est dit qu'il y a un souci qui ne va pas chez l'enfant. Parce que généralement, il est bien, il est correct, parce qu'en partie de notre écriture, on sait déjà qui nous sommes, si on fait beaucoup de fautes. C'est pourquoi très souvent, il y a des demandes où on requiert les demandes manuscrites et tout ça au moment où tout le monde cherchait du boulot par le passé. Bon, maintenant, les demandes manuscrites, je ne sais plus si ça existe encore. Quand on fait, dans la liste du recrutement, on demande les lettres de motivation. Généralement, bon, c'est imprimé et tout ça. Je pense que cette époque-là, elle est en train de passer maintenant. Mais je veux dire que quand l'enseignant voit plein de ratures, il dit tout de suite que ça ne va pas chez l'enfant. Et il appelle l'enfant, il cherche à appeler l'enfant, discuter avec lui ou appeler ses parents. Mais je constate que dans ces temps-là, ce n'est pas trop nickel chez l'enfant parce qu'il fait plein de ratures, ça prouve qu'il n'est pas ça prouve qu'il est distrait, ça prouve qu'il n'est pas concentré, il y a quelque chose qui le dérange à la maison, ainsi de suite. Donc, il y a des facteurs personnels. Comme cet enfant-là, c'est un peu comme vous êtes un peu comme le papa de vos salariés entre griffes. Vous devez chercher à comprendre. Donc, il y a des facteurs personnels. Donc, si cette personne-là est impactée par une situation chez elle à la maison, forcément, ça c'est clair que ce que nous vivons à la maison souvent vient impacter notre travail. Et pourtant, on doit les laisser au seuil de la porte du boulot. Mais il y a des gens qui ne sont pas résilients. Il y a des gens qui ne sont pas forts d'esprit. C'est pourquoi parfois, il faut aller au-delà, leur partager des procédés. C'est pourquoi il faut souvent les envoyer et les conduire dans des sessions de motivation, de confiance en soi. Tout ça, c'est important parce que le grand bénéficiaire, c'est qui? C'est vrai, c'est vous, mais c'est toute l'entreprise parce que si la personne est impactée moralement, c'est vraiment difficile pour elle. On discute très souvent avec les gens. Moi, je suis coach, je sais de quoi je parle. Les gens sont très compétents, mais à un moment donné, ces personnes-là sont down. Ces personnes-là sont down. Si vous ne les sortez pas de leur cocon, là, vous ne sortez pas de leur cadre professionnel pour échanger avec eux. Parce que ces personnes-là constituent peut-être vos bras séculiers, vous comptez sur. Dans une entreprise, vous avez peut-être 10-15 personnes, mais il y a 2-3 éléments qui sont véritablement vos véritables lieutenants, je dirais. Donc, ces personnes-là, il faut faire très attention. C'est vrai, au-delà de ces personnes-là, c'est toute l'entreprise, mais en insistant sur ces facteurs personnels, vous devez chercher à comprendre un certain nombre de choses. C'est comme un employé qui a perdu, entre parenthèses, il a perdu quelqu'un, un proche et tout ça. Il faut manifester plus ou moins de l'affection. Tout ça, c'est contributif. Alors, les facteurs sociaux environnementaux qui conduisent les salariés à s'investir pleinement. J'aime ce mot, investir pleinement dans la réalisation de leur mission, dans l'atteinte des objectifs. Alors, ce qui nous motive est véritablement, comme je le disais tout à l'heure, est la source de notre résilience. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité, n'est-ce pas, à pouvoir transcender une difficulté, résister, voilà, résister, transcender, faire face à une difficulté en des termes plus simples. Ça, c'est la résilience. Donc, chacun de nous, on n'a pas les mêmes niveaux de résilience parce qu'on n'a pas vécu les mêmes expériences. C'est quand on a vécu un certain nombre d'expériences. Si hier, en passant par ici, je suis tombé, demain, quand je vis presque la même situation, je sais qu'il faut contourner. Même si en continuant, je tombe encore, je dis, bon, hier, j'ai fait une chute, elle n'a pas été aussi fracassante, mais dans tous les cas, je suis habitué au fracas. Tout compte fait, à un moment donné, je vais m'en sortir. On n'est pas fataliste, on est optimiste. C'est ça, gardez le moral haut. Alors, donc, ce qui nous motive est la source de notre résilience et de notre engagement. Donc, je le disais d'entrée que, posez-vous la question, qu'est-ce qui m'a mené à me lancer? Pourquoi ma société existe-t-elle? Pourquoi je me retrouve dans tel écosystème? Pourquoi je me retrouve dans tel programme? Pourquoi est-ce que je suis là?
Ce sont des questions, je dirais, c'est des questions existentielles, mais qui nous amènent à des réponses assez importantes. Comme le disent les Juifs, la solution se trouve déjà dans le problème. En nous posant les bonnes questions, nous pouvons atteindre de bonnes réponses, trouver les bons résultats. Alors, être motivé, c'est avoir un objectif. Faire un effort pour l'atteindre. J'aime ça, l'effort. Faire un effort pour l'atteindre. C'est un effort. Ce n'est pas un supplice, c'est un effort passionnant. Faire l'effort pour l'atteindre et préserver jusqu'à ce que cet objectif soit atteint. On peut aussi voir la motivation comme l'envie d'un collaborateur de s'investir. Vous pouvez mesurer le niveau de motivation de vos collaborateurs. Rien que souvent, quand en entreprise, vous dites, bon, on ne travaille pas le samedi, mais nous réservons 3 samedis, c'est-à-dire le 3e samedi, chaque 3e samedi du mois, de 8 heures, on se fait chez moi, de 9 heures à 12 heures, ça s'appelle les sessions projet. Donc, en semaine, on peut ne pas avoir le temps parce qu'on tape sur un certain nombre d'activités, mais le 3e samedi du mois, on se retrouve là. Mais quand on se retrouve là, avant que les collaborateurs ne partent, ils vont tout de suite à la comptabilité prendre leur prime de transport parce que ce n'est pas prévu et tout ça dans leur contrat et tout. Mais ça fait partie également, même dans le règlement de l'entreprise et tout ça. C'est-à-dire que quand vous mettez ça en avant et que vous remarquez que le premier samedi, il y a sur 10 employés, il y a 7 qui sont venus, 5, 3, 2. Parce que c'est comme ça, il y aura des défections. C'est comme, oh, j'ai un mariage, je dois aller ici, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Quoi que ce soit légitime. Mais après, ça vous donne la quintessence, n'est-ce pas? La quintessence de l'engagement des uns et des autres. En fonction de ça, vous saurez que demain, je peux confier tel boulot à telle personne, tel boulot à X personne, pour jauger le niveau de, je dirais, de motivation des uns et des autres. Ça, c'est important. C'est une formule, il y a plusieurs formules. Parfois, cette personne n'est pas affectée à telle mission. On lui dit, bon, écoute, là, tu vas laisser cette mission, tu vas t'occuper de telle autre mission. Une mission qui peut-être même peut être moins que ce qu'elle a l'habitude de le faire. Elle se dit, bon, est-ce qu'ils n'ont pas éclaboussé mon statut et tout ça? Vous voyez également si ces personnes-là sont gérables, si ces personnes-là ont le sens du travail, ont le sens du travail en équipe, sont dociles. Et puis, c'est important parce qu'après, il faut avoir le sens également de la compréhension. Donc, il faut que ces employés-là, vous sentez que ces employés-là, n'est-ce pas, aient l'envie d'atteindre, aient l'envie de faire des efforts. Parce qu'il y a des gens qui ne s'arrêtent qu'au problème. Moi, je n'aime pas ce type de collaborateurs qui disent, chef, on a un problème, on ne peut pas imprimer, il n'y a plus d'encre. Mais tu ne viens qu'avec des problèmes. Moi-même, en tant que manager, j'ai déjà des trucs, des choses à gérer. Tu viens qu'avec des problèmes sans solution. Mais un autre employé dirait, écoutez, il y a un petit cyber à côté de la chef. Est-ce que je peux avoir 5 000 pour aller mettre un peu d'encre ou bien quoi? Mais même si c'est une solution anodine, elle apporte un résultat important parce que peut-être le contrat qu'on devait imprimer, le client attend dans le hall, mais là, c'est compliqué. Mais comment est-ce qu'on va gérer cette situation? C'est-à-dire qu'avec le niveau de réactivité des employés, vous pouvez mesurer le niveau d'engagement et le niveau de motivation. Parce qu'un employé motivé, c'est un employé qui cherche toujours des solutions, même quand la direction n'a pas encore trouvé les éléments tangibles pour pouvoir dénouer la situation. Cherche d'abord les solutions, ce qu'on appelle les solutions primaires, c'est-à-dire les premiers secours. Un employé motivé, un employé engagé, cherche d'abord la touche de secours pour pallier une situation et par la suite, on trouve les grandes solutions. Pourquoi garder haut la motivation au travail? Alors, ça va de soi. On garde haut la motivation au travail, n'est-ce pas, pour atteindre nos objectifs. Pour durer, la réussite d'une entreprise ne se réduit pas à son résultat financier. Pour durer dans le temps, l'entreprise et ses dirigeants doivent être capables de mobiliser et d'impliquer leurs équipes sur le long terme autour du projet de l'entreprise. Il y a des gens qui viennent en entreprise parce que c'est un tremplin. Moi, je demande très souvent, quand je viens, je fais des entretiens que ce soit pour mon propre compte ou pour des entreprises. Je demande, quel est ton projet d'avenir? Je vous jure, quand je pose cette question, quel est ton projet d'avenir? Vous pouvez redimensionner cette personne-là dans un schéma temporel par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Vous saurez que cette personne sera là que là pour 6 mois, 7 mois, 8 mois. Maintenant, si par derrière, vous lui faites de très bonnes propositions,
est-ce qu'elle est prête à rester là? Parce que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Et puis, on est équilibriste là. Je te donne, tu me donnes, on se partage et puis on avance. Donc, il faut mesurer ce niveau-là. Donc, et partager votre vision dans le temps. Est-ce qu'ils sont capables de s'impliquer dans le temps, sur le long terme? Vous avez un projet, vous parlez de votre entreprise sur 5 ans. Ça peut ne pas intéresser certaines personnes à cause de leur mimique, leur visage et tout ça, leur façon de faire et tout, parce qu'après, vous allez entendre, non, moi, après, là, moi, je vais lancer un truc en ligne, là. C'est vrai, chacun a sa vie, mais vous devez travailler avec des gens sur lesquels vous comptez. Quoique, vous pouvez rendre dynamique votre équipe. Alors, ce n'est que grâce à la motivation des salariés qu'une entreprise peut espérer prospérer et atteindre l'excellence et la performance. Quel que soit votre, je dirais, votre niveau d'engagement, votre expertise, vous ne pouvez pas avancer seul. Vous avez besoin du niveau d'engagement des uns et des autres. Parlons de l'engagement. Nous allons aller très vite. L'engagement et la motivation des employés sont des facteurs importants pour la performance en entreprise. Des objectifs manquent d'être atteints. Pourquoi? Parce que les managers les présentent souvent aussi comme des supplices. Je vais m'attarder un peu sur ce point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas présenter un objectif comme si c'était un châtiment. Nous, on l'a vécu. On est passé aussi dans des entreprises. C'est-à-dire le chef d'entreprise arrive, puis il vous dit, ça, si vous n'atteignez pas cet objectif-là, ça va bader. Ça, je ne serai pas... Non, si vous n'atteignez pas, je vous vire. Ça ne se fonctionne pas comme ça. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Donc, ne présentez pas les objectifs comme des supplices. Si vous présentez les objectifs comme des supplices, comme des châtiments, et donnez l'effet épée de Damoclès sur la tête de l'employé, à force d'être stressé, il va faire des bêtises. Récemment, nous étions en train de faire un audit des ressources humaines dans un établissement financier ici. Et il ressort de cet audit-là que les employés sont tellement sous pression. Je vous dis, nous sommes dans un domaine bancaire. Les employés sont tellement sous pression. Et là-bas, vous savez, la virgule n'est pas un point. Le point n'est pas une virgule en chiffre. Ça change toute chose. Et la chef d'agence a commencé par constater que les employés commencent par faire des erreurs techniques. Je vous dis des erreurs techniques. Des erreurs techniques. Pourquoi? Parce qu'en plus de leur to-do list, des tâches quotidiennes, la planification des objectifs est devenue un peu trop pesante. C'est-à-dire, quand les objectifs sont planifiés, les objectifs de départ, et au moment où l'employé est en train de les exécuter et que vous envoyez encore d'autres objectifs, mesurez d'abord son niveau de résilience, ça c'est un. Mesurer son niveau de compréhension, d'acceptabilité. Mesurer tous ces niveaux-là avant de pouvoir confier encore d'autres. Moi, je le dis très souvent quand je sais mes collaborateurs. Je dis, bon, écoutez, moi, je suis en train de travailler sur un projet. Comme vous êtes trop occupés, j'y vais, quoi. Et puis, j'essaie de les challenger. Moi-même, je me mets sur mon business plan là. J'avance là-dessus. Puis après, je viens de faire la projection dans le hall. On commence à échanger. Ah, chef, mais tu as posé comme ça. Non, nous, on est prêt à... Donc, ça, c'est ma partie, ça. Donc, il faut essayer de les stimuler. Donc, quand on a fait l'audit, ils ont commencé par faire des erreurs parce que la pression du travail. C'est vrai, il y a beaucoup de boulot avec pression. Les gens doivent travailler sous pression, comme on le dit dans les CV. Est-ce que vous pouvez travailler sous pression et autres? Mais après, quand la pression atteint des proportions inimaginables, vous allez prendre des pots cassés. Donc, c'est important déjà pour que le manager apaise. Les gens quittent à la maison chez eux avec pas mal de soucis, on s'en fout. Mais quand ils arrivent au travail, en tous les cas, ils doivent s'engager parce qu'ils sont payés pour ça. Mais par derrière, le manager doit les encourager. C'est comme, il doit être la béquille de leur marche. Il doit les aider. C'est comme on dit en entreprise, on parle de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ça c'est encore un autre sujet. L'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que quand vous regardez l'employé, vous regardez comment les choses avancent et tout ça, quel est son rendement, vous essayez également de lui apporter un plus parce que ça crée une forme de développement émotionnel, une forme d'appartenance, c'est-à-dire il prend l'entreprise comme si c'était sa propre boîte, comme si c'était une entreprise familiale. Du coup, ce petit brin-là, comme on le dit, le sourire, il est décompresseur. Un patron qui a la mine toujours fermée et tout ça, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour aider les employés.
Et puis, généralement, moi, j'ai plusieurs fois assisté à des pairs. C'est au moment des pairs que les managers sont prêts à régler tous les comptes avec les employés. Par derrière, tu entends dans les bruits de couloir, là, dis donc, cet argent-là, même, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Vous parlez comme dans le français populaire d'Abidjan, l'argent sur lequel on parle comme ça, on peut faire quoi avec ça? Moi, bientôt, je vais partir d'ici. Et vous entendez ça très souvent. Et donc, il faut éviter cet effet-là de châtiment, de supplice. Si vous n'atteignez pas, si vous n'atteignez pas, si vous n'atteignez pas, parce que comme le dit, on le dit, il y a un adage qui le dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'atteint. Donc, si tu dis, je ne veux pas arriver en retard, je ne veux pas arriver en retard, je ne veux pas arriver en retard, il ne faut pas que je perde, il ne faut pas que je perde, tu vas perdre. Non, je vais gagner. Je vais gagner. On renvoie des informations positives à notre esprit et puis ça développe quelque chose d'assez important. C'est-à-dire, nous, on se met en mouvement par rapport à ça. Vous allez y arriver, vous allez y arriver, vous allez y arriver. C'est l'engagement. On ne peut pas demander l'engagement d'un employé en châtillant tous les jours. Alors, la vie ne nous donne pas ce qu'on veut, plutôt ce que nous méritons. Alors, ça, c'est clair. I can't, on coupe le not, I cannot, mais je peux le faire. Que l'employé sache que il est là, mais il peut atteindre des niveaux importants si et seulement si il travaille, il aura le mérite de son travail. Donc, qu'il ne se dise pas que tout est déjà fait pour lui parce qu'on a signé un contrat, il a son salaire, oui, il l'aura, mais les gratifications et autres là sont plus ou moins souvent, très souvent aussi individuelles. Même si on a des gratifs, mais par derrière, celui qui a plus travaillé, il aura plus de mérite. Donc, il faut montrer à l'entreprise que celui-là, il a mérité au-delà de ce que nous avons fait et on le gratifie. Si c'est un tableau d'honneur, si c'est une reconnaissance de l'entreprise, ça motive les uns et les autres. Un employé démotivé ne se contentera qu'à faire son propre boulot. Il se dira, bon, écoutez, on m'a dit d'être à ce poste. Si la secrétaire n'est pas là, que le téléphone sonne, ça, ce n'est pas mon boulot. Ça, c'est un employé démotivé qui agit comme ça. Troisième point, la to-do list pour les tâches quotidiennes. Alors, nous allons passer à un test pratique. La to-do list, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la fiche qui présente nos priorités quotidiennes. Donc, nous allons faire d'abord un test de priorité et par derrière, vous allez voir ce petit emploi du temps-là, un exemple d'emploi du temps quotidien que les uns et les autres peuvent développer en fonction des objectifs, en fonction de votre entreprise également. Donc, M. Ngoran, nous allons ouvrir 15 minutes. Nous allons ouvrir le chat parce que nous avons les tests que nous allons faire en 5 minutes. Et je demande au manager de répondre, s'il vous plaît, vous avez été formidable la dernière fois. Alors, le premier test d'hiérarchisation. J'appelle ça le test d'hiérarchisation. Ça fait partie du concept que nous développons pour essayer de faire un peu des choses. Vous pouvez le faire aussi chez vous au bureau. OK? Quand vous aurez la présentation, faites-le. Quand vous avez ce que moi j'appelle les séminaires de recadrage, faites-le, faites les tests d'hiérarchisation, des petits tests comme ça avec les collaborateurs pour voir un peu, tester un peu les capacités psychostratégiques des uns et des autres, et puis le finesse, comment est-ce qu'il peut prioriser les choses et tout ça. Donc, on ne va pas tirer sur qui que ce soit ici, mais nous allons faire ce test-là ensemble. Donc, je suis avec vous, nous sommes tous en classe et nous allons le faire rapidement. Alors, citez par ordre de priorité les charges à évacuer progressivement en fonction de vos entrées. Bon, on estime que nous sommes dans une entreprise qui a plus ou moins des tensions de trésor, OK? Et vous recevez une entrée, OK? Si vous recevez une entrée, tout de suite, vous parlez avec votre administrateur financier ou je ne sais pas qui est votre collaborateur direct, si c'est votre directeur commercial et marketing en fonction, c'est selon votre organigramme. Et vous lui dites, écoutez, si on a la première entrée, voilà ce qu'on va faire tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Donc, vous, en tant que manager, vous avez déjà la typologie de vos actions, de votre esprit, vous savez où vous allez, mais vous voulez faire du management délégatif, du management d'implication, donc vous en parlez. Alors, mais déjà, vous avez votre image dans votre esprit. Alors, vous avez les charges salariales, la déclaration fiscale, le loyer, facture d'électricité, facture d'eau, facture d'Internet et téléphone, assurance, véhicule, des commissions. On peut aller plus loin, mais on va s'en tenir à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Donc, dans le chat, ça a été mis comme ça, je veux dire en ordre, en désordre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas en ordre. Voilà, c'est clair. Alors, ça aurait été vous.
vous allez me dire 1 en premier, 2 en troisième, ainsi de suite. Vous voyez, commencer. Citez-moi déjà les 4 priorités, ce qui viendrait on prend un quatuor de priorités. On n'est pas trop se fatiguer. Mais qu'est-ce qui vient d'abord pour vous? Chaque salarié, vous recevez une entrée tout de suite. Parce que si on était peut-être en présentiel, on allait faire des schémas, peut-être des groupes de travail et tout ça. Et puis on allait justifier. Mais allons-y, chez vous, vous pouvez continuer l'exercice. Mais déjà, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cela? Qu'est-ce que vous réglez tout de suite en premier lieu? Allons en premier lieu. En premier lieu. Vous mettez en premier lieu et vous mettez pourquoi en une phrase. En premier lieu, le pourquoi en une phrase. Donc, M. Ngoura, vous pouvez ouvrir le micro, s'il vous plaît. Tant que moi aussi, je vais rafraîchir ça. Merci. S'il y a des réponses dans le chat. D'accord. Monsieur Kouadio, on a des réponses dans le chat. Attendez que j'affiche les noms. Monsieur Neba Charles Legré, qui dit déclaration fiscale. D'accord. Donc, Monsieur Kwaku Lambert et Monsieur Julien Conan disent loyer plutôt. Monsieur Nati Joël dit plutôt charge salariale. D'accord. Monsieur Amicha Olivier, le loyer. Madame Thérèse Daïro, les factures CIE en particulier. Monsieur Julien Conan, les charges salariales. En deuxième lieu, Monsieur Julien Conan avait dit loyer en premier lieu, charges salariales ensuite. Et donc, Monsieur Stanislas Kofi Kwasi mettrait en premier lieu les factures. Les factures. Pour Monsieur Serge Méli, la priorité va au loyer. Il permet à l'entreprise de continuer son activité. D'accord. Il a expliqué. D'accord. Voilà quelques réponses. D'accord. Alors, donc, les réponses portant sur les déclarations fiscales, le loyer, les charges salariales, le loyer, l'eau, l'électricité, les charges salariales, les factures, les loyers ont été donnés, je crois qu'il y a encore d'autres réponses, ont été donnés en fonction du niveau de gestion et de la compréhension de ce que chacun appellerait priorité sur ce schéma de 7 points. Alors, le manager qui a dit déclaration fiscale, il sait pourquoi il a dit déclaration fiscale. Parce que pour lui, peut-être qu'il ne veut pas avoir des problèmes avec les impôts, parce que, en tout cas, ce n'est pas une question de peut-être, il ne veut pas avoir des problèmes avec les impôts, il ne veut pas être sommé d'une taxation d'office. Une autre personne avance le loyer, je ne veux pas avoir des problèmes avec mon bailleur, pour ne pas avoir honte ici devant mes clients, mais dans tous les cas, après, j'aurai des problèmes de l'autre côté. C'est une première entrée. Donc, si quelqu'un avance le loyer, c'est que cette personne-là se dit déjà, je sais comment je vais gérer avec les impôts. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Je sais comment je vais gérer avec les impôts. Une autre personne dit qu'elle préférait la CIE, l'électricité et l'eau, parce que s'il n'y a pas de courant, on ne travaille pas. Pour moi, c'est ma priorité. Si le proprio, le bailleur arrive, je sais comment je vais gérer. Mais il faut qu'il y ait l'électricité. Parce qu'un client qui arrive, il n'y a pas d'électricité, les employés ne travaillent pas. Pour moi, c'est d'avoir ça. L'autre dit, la masse, les charges salariales, s'ils ne sont pas payés, est-ce qu'ils viendront au travail? Une autre personne dirait, bon, j'ai des accords avec eux, on est engagé dans une aventure, ça dépend de ce qu'on s'est dit dès le départ, donc ils sont obligés d'être là. L'autre personne dirait, on parle également de loyer, l'autre facture. Donc, ainsi de suite. Donc, en fonction des priorités, je trouve le mécanisme pour gérer la suite. Ça, c'est le manager. On ne va pas aller plus loin qu'ici. Okay. Deuxième test. Entre un agent négligent et un agent incompétent, quel serait votre choix du moindre mal? On peut ouvrir le chat, s'il vous plaît. Ça, je vais aider à donner. L'autre, on ne donne pas de réponse, les avis sont partagés et c'est normal. Mais ici, on va essayer de justifier encore. Entre un agent négligent et un agent incompétent, quel serait votre choix? Quel est le choix de votre moindre mal? Parce que dans tous les cas, ce n'est pas des situations confortables. Un agent qui est négligent et un agent qui est incompétent. Si vous devez choisir entre les deux, votre choix est porté sur quel type d'agent? Réponse, s'il vous plaît. Et quand vous me donnez la réponse, s'il vous plaît, les amis, dites-moi pourquoi. Donnez la réponse pourquoi. Parce que, voilà, pour que ça nous édifie, on en a besoin. On partage, hein? On en a besoin.
Voilà. Donc, M. Ngora, s'il y a des réponses, on peut… Monsieur Kouadé, on a déjà des réponses dans le chat. D'accord. Je vais essayer d'ouvrir le micro de Monsieur Nati Joelbi, Très bien, très bien. Qui a plutôt répondu agent incompétent. Je vais essayer d'ouvrir son micro pour qu'il puisse le justifier comme vous demandez. Oui, oui. Monsieur Joelbi, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Pour le faire, vous avez un micro au bas de votre écran. Il vous suffit de cliquer dessus. Monsieur Nati Joelbi. Voilà, c'est bon, on vous entend. On vous entend très bien. D'accord. OK, merci. J'ai choisi un travailleur, un agent incompétent, parce que l'incompétent, on peut le former. On peut le former et il peut devenir compétent. Mais le négligent, franchement, on a vraiment de mal à le transformer. Voilà. Merci, Monsieur Joël. Merci, Joël. Merci. Noël, Nati Noël. Noël, merci. Merci bien. Merci, Monsieur Nati. On a également Monsieur Adé Rémy qui souhaite intervenir. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. CV 5 sur 5, oui. Oui, Rémy. D'accord. En fait, j'ai choisi l'agent incompétent parce que, à ma connaissance, je pense que quand l'homme est incompétent, je pense qu'avec l'apport de tout chacun, on peut être compétent. Donc, il est mieux de prendre un agent incompétent que de prendre un agent négligent. OK. Merci, Rémi. On peut se tutoyer. C'est pourquoi on s'appelle par les prénoms. Il n'y a pas de souci. Oui. On peut prendre encore deux, trois personnes. Oui. D'accord. Je vais un nombre impair, donc je vais 3 personnes. D'accord. Monsieur Kofi Michel Yao. Monsieur Kofi, allô? Oui, allô, je m'entends très bien. Bonjour, monsieur, bonjour tout le monde. Bon, je choisis l'agent négligent. Michel, tu préfères l'agent négligent, c'est ça? Oui, je préfère le négligent. D'accord. Négligent parce que déjà, je suppose qu'il a la compétence. Donc, il faut un minimum de sensibilisation pour qu'il puisse prendre son travail au sérieux. Par contre, l'agent incompétent, c'est vrai, c'est bon la formation, mais est-ce qu'on a le temps de le former? Est-ce que les moyens sont disponibles à le faire dans l'immédiat? Bon, du coup, ça va nous prendre du temps, ça va nous coûter un peu cher. Donc, je préfère l'agent négligent qu'on peut sensibiliser, certainement trouver un moyen de motivation pour qu'il puisse prendre son travail au sérieux. Je vous remercie. Merci. Merci, Michel. Okay. Oui. C'était la 3e personne, M. Guadio. On continue ou on… Je veux 2 autres personnes. D'accord. M. Kofi Anderson Kassi a la main levée. M. Kassi, vous avez la parole. Bonjour, allô? Monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà. Bon, moi, je préfère un agent négligent parce qu'il a déjà la compétence. Il a déjà les compétences. Il y a quelque chose qui le fait être peut-être négligent. Donc, peut-être avec un peu de courage, avec les motivations, ça peut l'amener à prendre son travail au sérieux. Moi, c'est pour ça que je préfère un agent négligent. D'accord. Merci, Anderson. Merci. Allô? Une autre personne? Merci. Monsieur Acho Amon. C'est la dernière personne. D'accord. Monsieur Amon Acho, est-ce que vous nous entendez? Donc, on a 2. Allô? 2 négligents. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Monsieur Amon Acho, je préfère l'agent négligent parce que je suppose qu'il a déjà la compétence et c'est le manque de motivation qui fait qu'il est négligent. Parce que quand on n'est pas motivé dans quelque chose, on néglige. Mais plus on prend la chose pour soi, on met plus d'ardeur et au moins on peut atteindre les objectifs avec lui. Donc je préfère le négligent. D'accord. Merci. Merci bien. C'est gentil. Merci, M. Acho.
Monsieur Ngora, on peut fermer les micros, c'est bon. Je vais continuer. C'est bon, allez-y. Alors, je vais, en tout cas, merci pour vos interventions. On a 2 qui optent pour l'agent incompétent et 3 pour l'agent négligent. Nos 2 managers qui optent pour l'agent incompétent s'appuient sur le concept suivant. Former l'incompétent, il sera compétent. Le négligent expose l'entreprise à plusieurs pertes. Mais quand on peut amener l'incompétent à devenir compétent. Par contre, le négligent expose l'entreprise à des pertes incessantes. Nos 3 autres managers optent pour le collaborateur négligent en s'appuyant sur tel concept. Formons, il a déjà les compétences, motivons-le, sensibilisons-le, motivons-le, sensibilisons-le pour qu'il atteigne ses objectifs. Il y a 2 éléments importants. Dans les choix de l'incompétence, on parle de faire. En tant que manager, je l'amène à faire. Le faire pour qu'il soit opérationnel. Dans le choix du négligent, on joue maintenant sur ses propres valeurs, sur les valeurs de l'agent. On cherche maintenant à le sensibiliser, à le rappeler, à cet agent-là chaque fois, n'est-ce pas, son niveau d'exigence. Donc, sur l'agent négligent, on va élever son niveau d'exigence. Chers amis, en tout cas, en formation sur le mentorat ou le mentoring session, on nous a conseillé de ne pas trancher. Et je vais me réserver sur le droit de ne pas trancher. Vos réponses sont légitimes. Et en fonction du niveau d'engagement de chacun de vous et de la façon dont vous gérez votre entreprise, vous avez une jauge. Quelqu'un a dit, est-ce qu'on a le temps? Vous avez employé des facteurs très importants. Est-ce qu'on a le temps de le former? Je suis M. Acho, je n'ai pas le temps de former X ou Y. Je prends mes décisions. J'utilise les recours internes à l'entreprise et je prends mes décisions. Je suis Noël ou je suis Rémi. Je suis face à un agent négligent qui était négligent hier, qui était négligent aujourd'hui, qui est négligent, qui m'a fait perdre, qui m'a entraîné des casses comme pas possible. Je ne peux plus supporter, je m'en libère. Ils sont 2. Je préfère travailler plus avec l'incompétent, l'amener parce que j'ai le temps. Mon projet, je peux le former encore sur X temps pour qu'il atteigne ses objectifs. J'ai un timing que je peux gérer. Si je n'ai pas de timing, je le libère. Le négligent, il m'a occasionné une casse avec une perte de X millions. Il peut exposer notre entreprise à des dégâts pas possibles, des dégâts collatéraux. Donc, ce n'est pas possible que je le garde, je le libère. Donc, on a des éléments tangibles en fonction de l'effet de l'impact. C'est comme quand la bombe est tombée à Nagasaki, Hiroshima, jusqu'à aujourd'hui, les gens ont continué d'en souffrir. C'est l'effet de l'impact. L'effet de l'impact. L'impact de son attitude sur mon travail. Quel est le niveau? C'est ce qu'on appelle la jauge. J'anticipe sur ce que vous allez voir après. Mais chaque manager doit avoir la jauge dans son esprit. Souvent, on est face à un ballottage comme 2 employés. Qui je prends, qui je garde? J'ai l'intention, qu'est-ce que je fais en ce moment? Est-ce que je regroupe les compétences en une seule personne? Mais celui-là, il est bon, mais il est négligent. Est-ce que la négligence n'est pas un mauvais couronnement de tout ce qu'il a commencé dès le départ? Doit supporter toujours, n'est-ce pas, ses déperditions, son manque de concentration qui expose notre entreprise. Doit supporter toujours son incompétence, son incapacité, son incapacité à performer. Donc, tout ça, on regarde. Est-ce que j'ai des béquilles dans son équipe? Est-ce que je l'amène à faire? Est-ce que je place des gens auprès de lui qui regardent comment il fonctionne? Donc, ça, c'est l'impact. C'est à vous de gérer. Mais il faut que je vous dise l'effet de chaque agent de ce type-là sur votre activité. Et c'est à vous maintenant de trancher. Les 2 sont très dangereux pour votre entreprise. Mais vous serez très souvent face à ces personnes-là. C'est pourquoi ce test-là est important.
Et les éléments que vous avez donnés sont des éléments extraordinaires. Vous avez engagé des éléments très importants, très tangibles. Former, c'est très important. Former. Je voulais entendre ces mots. Je voulais entendre sensibiliser. Je voulais entendre motiver. J'ai entendu même au-delà de cela. Donc, ça, c'est très important. Alors, le troisième test. Là, j'ai besoin de 3 personnes, s'il vous plaît, entre une épargne et un investissement. Après, vous pouvez laisser aussi des éléments dans le chat à faire dans l'immédiat. Quelle est votre option? Vous avez 10 millions tout de suite. Vous avez fait vos prévisions et tout ça. Vous estimez que c'est, entre griffes, c'est un peu le surplus, quoi. C'est-à-dire que vous avez tellement bien travaillé. Il y a quelque chose qu'il faut faire là dans votre plan d'investissement ou un plan d'épargne. Donc, si vous avez un choix, on est en train de jauger notre sens de planification des priorités. On est en train de jauger ça. Vous pouvez faire toujours ce test-là sur vous, partout, ainsi de suite, et puis mesurer l'impact. Si je fais, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'aurai? Donc, entre une épargne et un investissement à faire dans l'immédiat, quelle est votre option? Chacun est libre, légitime dans son choix, mais après, quand nous, en tant que mentor, on vous présente les tableaux, ça vous permet à vous, c'est un peu une aide à la prise de décision. On vous présente les tableaux et puis on vous dit, bon, voilà ce que vous pouvez gagner ici, voilà ce que vous pouvez gagner là, et puis ça vous fait le choix. Donc, épargne et investissement. Monsieur Kouadio, vous pouvez suivre avec nous les réponses dans le chat. En attendant, on va passer la parole à Monsieur Adé Rémi Dou. Oui, Monsieur Adé, vous n'avez pas activé le micro. Un investissement pour avoir un retour sur investissement, c'est Monsieur Acho Aman. Il y a Monsieur Michel qui dit investissement. Monsieur Ferdinand, je souhaiterais investir pour accroître mes revenus. Monsieur Adé Rémi, investissement. Je vois une adresse mail, Thérèse, quelque chose comme ça, excusez si j'écorche. Investissement en priorité pour rendre l'entreprise plus compétitive. Le frère Noël, il choisit l'investissement également. Voilà. Donc, on a investissement, 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 investissement. Un dernier, je vais lire 2 autres messages. Stanislas, investissement pour développer mon entreprise. Diane, investissement également. Et voilà, investissement, 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 investissement. Nebachal, investissement. Voilà. Épargne en priorité. Un investissement mal organisé ne bénéficie pas. Ça, c'est Nebachal. Épargne en priorité après investissement. Merci. Alors, on a... si on devait avoir l'applaudimètre ici, je pense qu'on aurait atteint un score de peut-être 80%, ou, oui, 80% pour l'investissement. Je vous emmène à lire Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Lisez cela et puis lisez aussi les histoires de Jack Ma, de Alibaba. Lisez également ça. Vous allez comprendre un peu pourquoi investir, quelle est la nature des épargnes, que font les riches par rapport aux épargnes, par rapport au fisc, comment investir, les épargnes dangereuses, les investissements prioritaires et ainsi de suite. Vous allez comprendre pas mal de choses. Mais ce qu'il faut comprendre déjà là, c'est que on travaille pour investir. Une société est amenée à progresser. OK? La base de notre investissement, c'est d'abord l'épargne. C'est parce que j'ai épargné que j'investis. Donc, même l'épargne est comme un investissement. OK? Maintenant, là, dans le cas actuel, nous avons une entrée. Est-ce que j'épargne pour faire un DAT? Est-ce que j'épargne pour investir demain? Ou est-ce que tout de suite, j'ai fait mon étude de marché et tout ça et je veux investir en même temps? Quelqu'un a dit tout à l'heure, un investissement mal organisé. Ces questions sont importantes parce que ça amène, n'est-ce pas, à notre capacité à bien gérer, bien organiser. Investir, c'est bon. Épargne, l'épargne aussi, c'est une très bonne chose. Mais on doit avoir notre jauge. J'épargne maintenant, qu'est-ce que je gagne demain? J'investis maintenant. Est-ce que je retire tout de suite le profit de mon investissement ou bien à moyen, à court terme? Est-ce que cet investissement va me permettre d'épargner suffisamment demain? Est-ce que cet investissement ne va pas venir plomber mon entreprise? Est-ce que cette épargne ne va pas ralentir mon activité parce qu'en ce moment, mon entreprise est en train de prospérer, mon entreprise est en train d'avancer, mon entreprise connaît sa phase de déploiement, mon entreprise connaît sa phase de transformation.
Est-ce qu'en gardant l'argent au chaud, je ne suis pas en train d'être en retard? Il faut que j'aille maintenant, il faut que j'attaque le marché. Il faut que j'investisse sur mes concepts. J'ai décrit une application, il faut que j'investisse dans ça, j'investisse dans l'application maintenant. Et je surveille mon tableau de bord. Ça également, ça dit toute action mérite d'être suivie. Ça, c'est très important. Et d'avoir la jauge. Donc, ça, c'est le troisième test. Le quatrième test, vous allez le faire à la maison chez vous, entre une séance de travail d'orientation technique avec vos collaborateurs et un rendez-vous client imprévu. Quel est votre choix? Vous allez le faire en entreprise. Alors, aide à la prise de décision. En situation de ballottage, vous avez besoin d'une aide à la prise de décision. Nous avons de façon graduelle parcouru les différents tests qui nous amènent à déterminer nos priorités et urgences que nous devons par la suite. Et tout ça, ce sont des aides à la prise de décision. Donc, vous avez votre calepin et puis vous cochez les verts, les rouges, les verts, les rouges, les verts, les verts, ainsi de suite. Par la suite, l'aide à la prise de décision vous amène, n'est-ce pas, à vous appuyer sur l'effet impact que je disais tout à l'heure. Si je prends telle décision, quel sera l'impact de ma décision sur mon champ d'intervention? C'est très important. Nous allons arriver tout de suite à la to-do list parce qu'il ne me reste pas plus de temps pour qu'on arrive au tableau de bord rapidement pour que vous puissiez poser vos différentes questions. Exemple de to-do list. Alors, je vous disais tout à l'heure que la to-do list, c'est un peu le schéma, excusez, c'est un peu votre schéma journalier. Ce que je vous donne ici n'est pas la science infuse. C'est un exemple de to-do list. Pour que vous ayez une idée du timing horaire, des postes d'activité, ainsi de suite. Alors, je suis Edem, je suis Rémi, je suis Noël. Je suis dans mon entreprise, j'arrive le matin, j'ai ma to-do list. Et très souvent, je dis souvent que même les week-ends, vous devez avoir les to-do list de vos week-ends. Parce que vous devez faire aussi des divertissements constructifs également. Parce que si votre bien-être est au beau fixe, vous aurez un bon rendement. Un bon week-end présage toujours d'une très bonne semaine. C'est très important. Quand les gens se divertissent, j'ai animé une conférence sur cette thématique-là. Donc, il faut comprendre que même en se divertissant également, vous devrez également développer un certain nombre d'aptitudes qui vous permettent demain de bien avancer. C'est important, les loisirs et tout ça en passant, très important. Même le week-end, dans les plans, comme on le dit très souvent, les bons plans du week-end, tout ça, les divertissements sains et tout ça, on rentre pas dans la vie de qui que ce soit, mais entre griffes, il faut que ce soit constructif pour vous, votre bien-être. Vous devez vraiment vous occuper de vous. C'est vous d'abord. C'est vous d'abord. D'abord, votre esprit. Est-ce que votre esprit est libéré? Est-ce que vous avez mis des rubans autour de vous par rapport à des pressions? Parce qu'il y a des pressions qu'il ne faut même pas gérer. Il y a des pressions qu'on ne gère pas aujourd'hui. On les gère après, on peut les différer. Il faut savoir s'organiser pour avoir le temps pour soi, pour la lecture, pour être seul, pour faire le sport, ainsi de suite. Si je me dis, je vais faire 1 kilomètre que j'arrive à faire 2 kilomètres, je me suis dépassé. Donc, ce dépassement, on parle de la loi de la correspondance. Ce dépassement va réagir tout de suite sur ma capacité à bien faire d'aller au-delà. Très important. Alors, ça, c'était la parenthèse. Alors, exemple de to-do list. Vous arrivez le matin, à 8 h, je fais mon mailing. Je fais mon mailing à 9 h 30. Ça, c'est la piche. C'est votre exigence. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce que vous avez décidé de faire, c'est comme si c'est un déni de vous. Vous devez avoir ce type de, je dirais, ce type de petit policier dans votre esprit qui vous disent, bon, écoute, tu n'as pas bien bossé aujourd'hui. Et moi, très souvent, je partage ma to-do list à mon assistante. Je partage ma to-do list. Généralement, je ne suis pas ce type de manager qui fait. Non, également, je suis dans l'action. Parce que après, vers la fin, je risque d'amoindrir mes compétences et puis je ne vais plus performer. Donc, je vais faire surveiller. On a un système où chacun partage sa to-do list à l'autre dans tel département. Et chacun surveille l'autre sur la plateforme WhatsApp ou la plateforme qu'on a mise en place. On essaie de se contrôler. Et en fonction de l'urgence dans laquelle nous sommes, nous pouvons décider chaque 2 jours, chaque 3 jours de faire des brainstorming à partir de 17 h. On arrête tout. 17 h à 17 h 30, on commence à faire les brainstorming, on le fait debout. On commence à discuter sur ce qu'on a eu à atteindre comme résultat et qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi. Partage ton expérience. C'est très important. On ne fait pas la to-do list pour la garder pour soi, mais il faut partager cette to-do list. Après, vous avez
vos business internes, parce que je sais très souvent les managers en dehors de leur entreprise, ils ont toujours des petites activités à côté et tout ça qui apportent de l'eau au moulin de leur activité. Donc, partagez votre to-do list, que les collaborateurs partagent les to-do list en début de semaine. Il n'y a pas, oui, tu es cadre de la structure, mais il faut qu'on sache ce que tu dois faire. Alors, le matin, j'arrive, je fais les meetings en office, ça ne va pas durer plus de 30 minutes. Bon, si c'est le meeting du mois, c'est le séminaire de recadrage et d'orientation, ça, il n'y a pas de problème, ça peut prendre. On vient à 9 h, on prend les croissants et tout ça, on marque la pause jusqu'à midi, on sait que bon, on est fermé, ou c'est pas fermé en tant que tel, mais je veux dire que là, on se donne à fond pour travailler sur les bilans, chaque service présente son bilan. Mais si ce n'est pas ça, on ne va pas utiliser la culture des réunions, parce que souvent on fait les audits, donc non, monsieur dit au chef, il y a trop de réunions ici, là, peu de réunions, évitons ça. Donc, à 9 h, je fais ma relance client, je fais les brainstorming, ça ne dure pas. Après, je fais les reporting. Ça, c'est mon planning. OK? Ma pause déjeuner, c'est X ou Y personne fait sa pause déjeuner. À 13 h, j'ai mis ici rendez-vous force de vente. Donc, j'ai des rendez-vous. Ça, c'est les rendez-vous force de vente. Je n'ai pas de rendez-vous, mais je vais sur le terrain. Je fais le pied des grues. Après, c'est le télémarketing. Donc, vous avez votre base de données. Vous dites, bon, à partir de 15 h, j'emmène les sociétés parce que je sais que si je n'approche pas, je n'aurai pas. Donc, du statut de prospect, il faut que je l'amène au client. Donc, je dis à mon équipe par jour, ça, c'est votre hymne du jour. Vous devez, comme chanter la bidjanaise, chaque jour quand vous arrivez, pour que moi, je sache que vous ayez appelé au moins 15 entreprises. Donc, moi-même, en tant que chef, moi, je dois appeler au moins 10. S'il faut appeler 20. J'appelle n'importe qui. Je prends un journal, j'appelle. Je prends un magazine, j'appelle. Je vais sur Internet, je vois un numéro. Les numéros sont un peu comme ma drogue. C'est comme ça. Il faut qu'on partage ce qui nous fait développer. On est dans le relationnel. Appelons, discutons avec les gens, présentons, on segmente et puis on fait le télémarketing. Vous pouvez mettre un système en place dans votre entreprise, le système de télémarketing, une personne qui est chargée de passer les coups de fil en fonction des secteurs d'activité, BTP, agroalimentaire, industrie, domaine pharmaceutique, domaine des services, ainsi de suite, en fonction de la vision que vous êtes donnée. Donc, le télémarketing. Le tableau de bord. Alors, le tableau de bord doit se regarder tous les jours. Tous les jours, vous devez toujours regarder votre tableau de bord. Comme on l'a dit, c'est la ligne imaginaire qui rentre dans la phase opérationnelle. Donc, si vous ne la surveillez pas, vous aurez des problèmes de casse. À 16 h 30, les tafs clients. Alors, Convergence a confié un boulot à telle entreprise. Bon, nous a confié un boulot. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, à partir de 16 h 30, je commence à travailler. Peut-être qu'ils ont besoin d'un plan de développement. Peut-être qu'ils ont besoin de la segmentation de leur marché. Ils veulent lancer un produit. On doit regarder le packaging. On doit faire l'analyse du customer, ainsi de suite. Donc, on a un boulot à faire ou développer la stratégie de communication, ainsi de suite. Donc, ça, c'est taf client. Après, de 16 h 30, il faut que je fasse cette taf. Analyse des objectifs de la journée. Donc, à 17 h, j'ai le deuxième round, n'est-ce pas, de l'analyse de mes objectifs. Et puis, à 18 h, j'ai mis after work, business RP. Pourquoi j'ai mis business RP? Vous n'êtes pas obligé toujours de faire des after work. Ça, en fait, c'est un exemple de to-do work, de to-do list. Alors, parfois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans les endroits où les gens décident. Vous êtes là, vous êtes chef d'entreprise, vous dites, chaque lundi matin, je prends mon petit déjeuner à l'hôtel Ivoire. Excusez pour la publicité. Je prends mon petit déjeuner dans tel réceptif hôtelier. Ça ne va pas me coûter plus de 10 000 ou bien 15 000. Peut-être c'est le café, peut-être que c'est le thé, peut-être c'est un petit déjeuner. Si c'est trop de thé, ça va me coûter 15 000. Je vais au buffet de tel hôtel. Quand j'arrive là-bas, j'ai un plan. Moi, je suis dans le relationnel. Je cherche à rencontrer les gens, à discuter avec qui que ce soit. Approcher quelqu'un pour échanger. Toute rencontre enrichit nos relations. On ne sait pas qui on rencontre. Donc, quand je visite tel endroit, je dépense pour gagner. Gagner par derrière, faire du relationnel, faire du réseau. Donc, les after-work ne doivent pas être que des after-work où on chill et tout ça. C'est vrai, on se détend, mais j'ai mis business RP, business et relations publiques. Donc, à partir de juste, je me dis, il y a des chefs d'entreprise qui disent, bon, écoutez, c'est un peu comme à Dakar. À Dakar, on donne plus les rendez-vous les soirs. Donc, bon, quand je passe à Dakar, je suis un peu déphasé, un peu, parce que les timings, là, soit les gens se réveillent très tôt, ou on donne plus les rendez-vous les soirs, c'est un peu compliqué. Donc, quand vous êtes dans cet environnement socio-culturel, vous devez vous adapter. Donc, vous avez un after-work avec un client qui vous dit, bon, écoutez, moi, je n'ai pas le temps en journée, je préfère sortir de ma zone de confort parce que très souvent, quand les gens sortent de leur zone de confort, cette personne-là se lâche un peu plus. Donc, si vous avez plus ou moins des relations particulières avec tel ou tel client ou tel manager, ainsi de suite, que vous conviez cette personne-là à un after-work, il faut que vraiment, par la suite, ce soit toujours du business. Donc, ça, c'est possible. Vous mettez votre budget de côté pour les after-work. Soit c'est pour un rendez-vous, soit c'est pour aller dans les endroits où il y a du relationnel. Il y a des rencontres, il y a des plateformes de relationnel. Vous devez le faire. C'est important.
Parce qu'après, quand on est replié sur soi, c'est beaucoup de problèmes. Alors, les facteurs de la motivation en entreprise. Alors, vous voyez la motivation comme un facteur de... les objectifs comme des facteurs de motivation. Alors, le but visé est l'aboutissement qui met en mouvement les agents. Ils doivent aussi sentir qu'ils sont les premiers bénéficiaires. Il y a une société, la société ISR internationale, vous pouvez faire vos recherches, vous allez voir, Savvy Research aux États-Unis, qui a analysé la relation entre l'engagement des employés. Je vais vous partager ça, entre l'engagement des employés et la performance en entreprise, pour montrer le niveau de la motivation. On peut donc tirer 4 engagements qui suscitent directement la motivation des employés. Alors, le premier engagement, si on a cette image qui dit « c'est pas possible, je peux y arriver », c'est la motivation. Le premier engagement, cette étude dit que, bon, déjà, c'est un SAMAP que nous avons encore renforcé. Vous n'allez pas avoir tous ces éléments-là dans vos différentes recherches. Vous allez juste avoir amélioration du profil carrière. Et nous, en fonction des études aussi que nous avons menées, notre stratégie, nos expériences, nous partageons également ces expériences-là. Alors, l'étude dit que la première source de motivation, c'est l'amélioration du profil de carrière. Alors, la possibilité d'évolution que donne une entreprise à ses collaborateurs influence le résultat. Alors, je suis dans X ou Y entreprise, YZ entreprise. À terme, je dis à mon équipe ou aux employés, c'est comme si des athlètes qui sont en train d'être lancés dans une compétition, à la fin, le résultat qui est attendu est ceci en termes de bénéfices. Quel est le bénéfice? Ce n'est pas des bénéfices en espèces sonores d'évolution, non. C'est en termes de passage de grade. Passage de grade. Donc, l'évolution, je suis simple assistant commercial. Après, il faut que je sois consolidé dans mon poste de commercial. Après, je suis commercial junior. Je dois passer au statut de commercial senior. Et le statut de commercial senior engage quoi? Engage que je prenne mes propres initiatives. J'ai les grands comptes. Je gère maintenant les grands comptes. Je ne suis plus dans les petits comptes, mais je gère les grands comptes. J'ai mes propres marchés. Je peux démarcher mes propres clients. Je peux faire ma propre facture, ainsi de suite. Donc, ce niveau d'avancement-là est une source de motivation pour les employés. Les conditions positives d'évolution améliorent le résultat et le rendement. Sans possibilité d'évolution de carrière, vous constaterez des rendements moyens ou en dessous de la moyenne. Ça, c'est l'étude qui le dit. S'il n'y a pas de possibilité d'avancement, vous allez constater que vous allez down dans le rendement. Parce que depuis 2 ans, je suis avec cette entreprise, je n'avance pas. Depuis 3 ans, la personne commence à regarder les offres là sur les plateformes et tout. Et puis un bon matin, bon, ici, les gens ont une terrible manière de partir des entreprises. Là, c'est très délicat pour les chefs d'entreprise qui en pâtissent, mais bon, c'est bon, on fait avec. Donc, c'est pas le manager, c'est prévoir, il faut anticiper. Alors, il faut créer une saine émulation compétitive entre les collaborateurs qui se soldent par des avancements. Écoutez, les gars, il y a un poste qui a à pouvoir, c'est un poste de responsable marketing, OK? Un poste de responsable marketing. Donc, celui qui va faire plus de résultats sur les 6 mois à venir, je pense qu'il va passer à ce poste-là. Et ça implique également des renchérissements au niveau du salaire. Le deuxième point mené par cette étude-là, c'est cette étude qui a été faite sur, je crois, qui a introduit 650 000 personnes, d'un corps plus de 650 000 personnes. C'est l'environnement de travail. Un environnement de travail où règne la bonne ambiance. La bonne ambiance, vous le savez très bien, favorise vraiment l'éclosion et l'atteinte des objectifs. Je suis allé dans une organisation internationale vers le Golfe là-bas. J'arrive pour aller déposer un courrier. Je vois des poufs dans les couloirs là. Ils ont fait des systèmes de fauteuils bien jolis là. Et je vois une jeune dame qui est sur son laptop en train de travailler. Après, j'apporte encore un autre couloir. Je vois une autre personne qui est là en train de prendre son café. L'environnement, je dis, ben, je ne voulais même pas sortir de là. Tellement c'est favorable. C'est-à-dire, il peut rester dans son bureau, c'est aéré. En tout cas, c'est beau. Voilà, c'est beau. Ça peut être simple et beau. Ça peut être simple et beau. Et l'environnement est très important. Alors, quand on est dans un environnement où il n'y a que le sabotage des dossiers, je vais insister là-dessus. C'est très important. Souvent, ça nous échappe. Le sabotage des dossiers, parce que 2 employés ne s'entendent pas. Et quelqu'un devient laxiste parce que je ne suis pas intervenu sur son dossier pour avoir tel marché. Je ne suis pas prêt à pouvoir l'accompagner également dans l'exécution. Le déchirement, le repli sur soi, la fracture de la communication. Sans ces conditions, on assiste à un sabotage. Si l'environnement du travail n'est pas bien huilé, vous allez assister à un sabotage des dossiers.
Vous allez assister au laxisme des collaborateurs, au déchirement, au repli sur des employés qui ne veulent pas, ils viennent avec la mine fermée. Pour l'approcher, mais c'est compliqué. Ah, chef, je l'approche, mais il est passé. La façon dont il a fait sa mine, là, c'est un peu compliqué pour moi, je ne peux pas l'approcher. On a connu ça, la fracture de la communication. Quand l'environnement n'est pas favorable, il n'y a plus de communication. Les deux employés ne se parlent pas. Deux leurs employés ne se parlent pas, ils ne se touchent pas des mots. Du coup, quand la communication ne passe plus, ils ne veulent pas communiquer, le dossier reste stagnant. La communication clanique aussi. Donc ça, c'est mon groupe. À midi, nous, on ne sort qu'entre nous. Après là, non. Voulez-vous nous intéresser pas? Non. Autant d'éléments tangibles à la base de bien de stagnation des entreprises. C'est pourquoi le manager doit veiller au grain et créer des concepts de rapprochement et d'organiser des séances d'écoute. Quatrième élément, c'est la communication. Une communication efficace influence d'une manière positive le résultat. Une seule façon de s'assurer que la communication circule, c'est quoi? C'est le fait que vous interrogez les agents et vous mesurez le niveau de l'acquisition de l'information des départs. C'est-à-dire, vous interrogez les uns les autres. Est-ce que tu sais que demain, à partir de 15 heures, nous devons représenter la structure dans tel endroit? Est-ce que vous savez que l'activité que nous devons lancer est reportée? Est-ce que vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, on fait les reportings à 15 heures? Donc, vous mettez tout le monde sur le même niveau d'information. Exigez des reportings. Un manque de communication interne décrédibilise votre entreprise aux yeux de vos clients. Il est risqué et peut-être fatal dans les milieux industriels, par exemple. On parle souvent des SST, santé, sécurité au travail. Il y a ce qu'on appelle sécuriser le système. En industrie, c'est très important dans le domaine mécanique et autres. Si deux personnes ne se parlent pas, la personne n'a pas sécurisé, n'a pas cadenassé le système. C'est très fatal. C'est très fatal. C'est pourquoi c'est sur la base du manque de communication dans les entreprises que cette étude-là, ou je dirais cette science a été créée, ce concept en entreprise qu'on appelle SST, santé, sécurité au travail. Allez sur Internet, tapez santé, sécurité au travail, vous avez l'histoire de la santé, sécurité au travail. C'est pourquoi la santé, sécurité au travail est toujours écrit en rouge. Ceux qui font la santé, sécurité au travail, c'est toujours écrit en rouge. SST, ça a été conçu dans le sang. C'est une étude, ça a été conçu dans le sang. Pourquoi? Parce que quelqu'un était négligent. Quand il a verrouillé le système, l'autre n'a pas été informé. Et c'était comme la guillotine qui a coupé la tête de la personne et la santé, sécurité, travail a commencé. Donc, on peut citer plein de cas comme ça, de risques, au-delà du risque du métier, mais le manque de communication, la négligence, on en vient, la négligence également dans ces aspects-là, ça peut être fatal. Donc, le manque de communication dans les secteurs, dans les milieux industriels, agro-industriels, dans les milieux médicaux, les erreurs les erreurs, comment on appelle, les erreurs médicales. L'AS qui est descendue, l'assistance sociale qui est assistante soignante qui est descendue le matin, n'a pas renseigné, elle n'a pas renseigné la fiche de suivi d'un malade. Une dose était déjà administrée. L'autre arrive, elle regarde dans le reporting, il n'y a rien, elle vient administrer une autre dose. Vous imaginez ce que ça peut occasionner. Donc, c'est important que le manager doit veiller à la communication, aux fiches techniques. La communication, très, très, très importante. Quand la communication est brisée, qu'il y ait une négligence à ce niveau, ça peut être dangereux aux yeux de vos employés, aux yeux de vos clients, c'est très terrible. Alors, un élément qu'on ajoute également sur l'engagement, c'est votre marque culturelle en entreprise. Alors, dans certaines entreprises, quand on a un nouveau marché, par exemple, on sonne. Mais moi, généralement, quand j'ai un nouveau marché, tout le monde sait, quand je suis dans mon bureau, que j'applaudis, tout le monde ouvre ses bureaux. On chef, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu quoi encore? Il dit non, on a eu tel contrat signé, tel contrat signé. Donc, c'est une culture en entreprise que vous devez. Quand je commence à applaudir seul dans mon bureau, c'est qu'on a un nouveau contrat, c'est qu'on a un nouveau marché et tout ça. Donc, du coup, ça contamine les uns les autres. Quand il y a un nouveau marché, allez, on applaudit, on se retrouve. Si on doit trinquer, on trinque. Ça, c'est votre culture en entreprise. Dans des entreprises en Europe, et je dirais ici aussi, il y a une cloche qui est là, on sonne. Quand on sonne la cloche, c'est bon. Ou bien quand on atteint un certain score, on sonne également. Ça, c'est vos éléments originaux que vous pouvez développer. Donc, créer des détentes office, vous sortez, vous allez à des rencontres pour renforcer les liens entre les employés, entre les uns et les autres, entre les clients également. Présenter le visage humain de votre entreprise. Ça, c'est la culture en entreprise. Vous devez vous rapprocher des uns et des autres, connaître également qu'est-ce qui ne va pas et tout ça. Présenter le visage social de l'entreprise. Les dates, Journée internationale de la femme, Journée de ceci, des enfants, de cela. Vous pouvez décider, bon, écoutez, ça, c'est la Journée internationale des enfants. Donc, allez, des petits cadeaux pour les mamans, pour les enfants qui sont à la maison et tout ça. Ça, c'est la culture en entreprise. Vous pouvez organiser des days. Aujourd'hui, c'est
c'est le Pine Days, aujourd'hui on va s'habiller en africain, aujourd'hui on va faire chaque vendredi on fait ci, on fait ça, ou bien c'est le English Days, et ainsi de suite, pour organiser des éléments comme ça en entreprise. Donc, quand vous avez un nouveau client, comme je le disais tout à l'heure, il faut trouver un système pour dire qu'aujourd'hui on a atteint cette barre, on a atteint peut-être les 100 millions, les 50 millions, on a eu un nouveau client, et puis on organise des days au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, bon, c'est African Days. Hein, j'ai déjà vu ça quelque part, African Days, les gars mettent le kakimono quand vous arrivez. Ils sont tous en pagne le vendredi, ou bien le jeudi, ça dépend. Ils ont des dates, et ainsi de suite, ils s'organisent. Donc, la culture d'entreprise. Alors, le sixième élément, c'est comment mettre en place un management par objectif. On va passer très rapidement. Vous devez d'abord mettre en place ce qu'on appelle le manuel des procédures de votre entreprise. Alors, le manuel de procédures de votre entreprise, c'est un peu comme la constitution pour un pays, en fait. Les entreprises sans manuel de procédure, là, on se fait toujours rattraper par la gestion lapidaire. Même souvent, quand vous avez des audits, on vous demande un manuel de procédure. Nous sommes combien d'entreprises ayant le manuel de procédure? Quel est votre manuel de procédure? Votre manuel de procédure, comment ça fonctionne? De la direction générale jusqu'à l'exécutant final. Comment est-ce que les informations passent? Comment est-ce qu'il y a quels sont les niveaux, n'est-ce pas, de validation, de fiches de sortie, d'encaissement, de ceci ou de cela? Comment est-ce que vous fonctionnez en interne? Au-delà même du règlement interne, comment les fonctionnements sont? Dans les manuels de procédure, il y a les missions, il y a les fiches de poste des uns et des autres. Donc, souvent, vous pouvez avoir un marché, plus les gens débattent sur quel est votre manuel de procédure. On peut voir votre manuel de procédure. À cause du fait que vous n'avez pas le manuel de procédure, cela devient compliqué. Parce qu'après, ça rattrape. Quand on n'a pas de manuel de procédure, ça rattrape toujours. En tant que manager, ça nous rattrape. Administrativement, juridiquement, ça peut nous rattraper parce qu'on n'est pas toujours bien aussi avec les employés. Les manuels de procédure, là, c'est très important. Ce sont comme des pièces à conviction. C'est la mémoire, je vais dire, la mémoire directionnelle de votre entreprise. C'est très important. C'est la Bible de votre entreprise. Alors, une entreprise a une vie, des organes vitaux qui s'alimentent par un bon fonctionnement et dont la longévité et le succès se bâtit sur l'équilibre des résultats. Si on ne peut pas atteindre pleinement tous les objectifs, on peut tout de même s'ingénier à minimiser les risques et limiter les casses par une gestion rigoureuse. Le travail par méthode. Voilà, d'autres éléments qui nous permettent de faire du management par objectif. C'est un travail par méthode. Tout travail nécessite une méthode bien pensée et surveillée. Le deuxième point, c'est la veille stratégique. La veille stratégique de vos objectifs vous permet de pouvoir confronter vos objectifs par rapport au dynamisme du marché et à votre écosystème. Le tableau de bord. Élément important dans la gestion des objectifs, c'est votre tableau de bord sur lequel nous allons travailler maintenant. Le tableau de bord responsabilise. Dans un tableau de bord, vous avez les postes de responsabilité. Le tableau de bord détermine les phases de début et de fin. Il ressort les animateurs des rubriques. Il indique les évaluations saisonnières. Il ressort les bons points et les mauvais points. Il identifie les boulots d'étranglement et corrige les manquements. À travers votre tableau de bord, qui est une fiche, ça peut être dynamique, ça peut être une fiche Excel ou bien Word, en fonction de l'évolution, en fonction du système de gestion de votre entreprise. Mais ce tableau de bord vous permet de coordonner toutes les actions. C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez comme un écran radar qui suivait toutes vos activités. C'est ce tableau de bord. Définissez également les sous-objectifs. Pour faire ce management par objectif, il faut définir les sous-objectifs. Les sous-objectifs vous permettent de traduire les axes stratégiques en objectifs opérationnels. Je vous ai dit, pour le pilote, c'est la ligne imaginaire. Les coordonnées sont les éléments opérationnels. Oui, on a pensé, on a développé, on a conçu, mais quelle est la stratégie de moyens? De quoi est-ce qu'on doit se donner? Quel type de compétences? Avec qui on va? À quel moment? Quelle est l'intensité de nos actions? Comment y aller? Ça, il faut les définir en objectifs opérationnels. Déterminer les compétences et les outils nécessaires. Alors, vous voulez travailler par objectif, vous devez vous assurer que le renforcement des capacités de vos équipes sont au pot fixe. Il faut faire l'inventaire des compétences avant de lancer un projet. Peut-être qu'Edem n'est pas bon pour la stratégie, peut-être qu'Edem n'est pas bon pour la planification, peut-être qu'Alice n'est pas bonne pour, comment on appelle ça, le recouvrement, et ainsi de suite. On veut lancer un projet, mais comme il y a telle compétence, bon, on le met là. Non, il peut ne pas être adapté à ce type de projet, même s'il a la compétence pour, parce qu'il n'a peut-être pas, il a la compétence, il n'a peut-être pas l'expérience. Donc, il faut faire l'inventaire. Est-ce qu'on quitte un segment pour aller dans un autre segment? C'est vrai que tu maîtrises, tu as la compétence, mais est-ce que ce type de segment-là est favorable à ce que tu déploies? Ça, c'est très important. Est-ce que la personne est véritablement engagée? Est-ce que la personne se sent vraiment à l'aise là-dedans? Il faut l'inventaire des compétences avant de pouvoir engager les objectifs. Alors, vous savez très bien, je ne vais pas terminer sur ça. Vos objectifs doivent être smart. Un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et se définir dans le temps. Alors, il doit être atteignable, doit être réaliste. C'est vrai, on veut atteindre un chiffre de 100 millions, mais est-ce qu'on a les ressources qu'il faille pour pouvoir réaliser cela? Est-ce qu'on a le segment de marché qu'il faut?
Est-ce qu'on a suffisamment d'employés pour le faire? Est-ce qu'on a les marchés pour atteindre 100 millions? Est-ce que? Donc, mesurons, n'ayons pas des objectifs démagogiques parce qu'après, ça démotive quand on n'atteint pas nos résultats. Évitons, j'ai mis urgence et priorité. Quand on n'arrive pas à anticiper sur ces priorités, on développe en entreprise ce qu'on appelle la culture de l'urgence. La culture de l'urgence tue l'entreprise. Tout devient urgent. Tout devient urgent dans l'entreprise parce qu'il n'y en a pas de tableau de bord, on ne surveille pas le tableau de bord. Donc, tout devient urgent. Donc, je dis ici que la culture de l'urgence tue l'entreprise. Il y a un peu qui a sauté. La mauvaise hiérarchisation des priorités rentabilise à pas de tortue vos activités, vos actions. C'est-à-dire que si vous n'avez pas bien hiérarchisé vos priorités, vous aurez l'impression que vous avancez, mais vous n'avancez pas. Parce que ce qui devait être prioritaire, qui allait donner un coup d'accélérateur à votre activité, vous l'avez mis sur une échelle de 1 à 5, vous l'avez mis au niveau 2 ou au niveau 3. Et ce qui n'est pas véritablement prioritaire, vous l'avez mis au niveau 1. Donc, quand vous n'avez pas bien planifié, vous n'avez pas bien identifié vos priorités, vous risquez d'aller à part de tortue. C'est après vous dites, mais écoutez, on aurait pu commencer par telle action. On aurait pu commencer par vendre d'abord les biscuits au lieu de commencer par le jus. On aurait pu commencer d'abord par lancer notre plan de formation. On aurait pu commencer par lancer notre plan de marketing digital. On aurait pu commencer par ceci, cela. Mais waouh, on a perdu du temps parce que pour vous, vous êtes contenté de ce que vous voyez, de ce que le système vous présente comme feedback, mais vous n'êtes pas rentré dans les études profondes. Donc, si vous ne planifiez pas bien, vous n'identifiez pas bien vos priorités, vous aurez l'impression que vous avancez. Or, ce qui devait donner un coup d'accélérateur à votre activité se retrouve peut-être au 3e niveau. C'est pourquoi on a fait cette jauge tout à l'heure qui est très importante. Alors, je vais vous présenter des modèles de tableaux de bord rapidement et nous allons, parce qu'on va le partager. On va partager. Alors, est-ce qu'on va... Donnez-moi, Monsieur Ngouan, donnez-moi 3 minutes, s'il vous plaît. Alors, on a ce type de tableau de bord. Je vais vous présenter 2 types de tableaux de bord après, 2 types de tableaux de bord et puis un système dynamique que nous développons également avec notre partenaire Morcev. C'est un groupe marocain que nous représentons ici dans la sous-région avec des solutions ERP assez dynamiques pour gérer les projets, les planifier, faire les recouvrements, faire les relances directement, là où les recouvrements traînent encore, les facturations, l'archivage, la planification des projets, les relances marketing et tout ça. Un système qu'on a mis en place pour véritablement accompagner les entreprises, un système ERP. Je vous présente déjà ça et puis nous allons poursuivre. Alors ici, on a un tableau de bord de suivi de projet. OK? Nous avons le lot, on a essayé de faire un petit remplissage là, pour que vous puissiez voir un peu comment ça se présente. Après, nous avons un deuxième tableau de bord et puis nous avons la solution ERP. Alors, nous avons le lot 1. Dans le lot 1, vous voyez, je descends jusque-là, vous allez voir un peu comment ça se présente. Alors, nous avons le lot 1. Ici, comment communiquer sur... Monsieur Quadio? Oui. Est-ce que le tableau de bord dont vous parlez est ouvert sur une feuille Excel? Oui, c'est sur une Excel, toute feuille Excel. Vous ne voyez pas? Donc, ce que vous devez faire, c'est d'arrêter ce partage et de changer de fenêtre. Parce que pour le moment, on a juste la dernière slide de votre PowerPoint. Ah, attendez. Ah, d'accord. OK. Donc, je rabats. C'est bon maintenant? Non, non. En fait, faisons-le ensemble. J'arrête le partage. Non, vous devez faire le nouveau partage, c'est ça. Non, voilà. Et là, vous pouvez faire le nouveau partage avec... Je vois. Voilà. Je n'avais pas partagé, j'avais ouvert directement. Désolé. D'accord, super. C'est correct. Merci pour la veille stratégique. Alors, c'est bon maintenant? C'est bon. D'accord. Donc, on va présenter 3 tableaux de bord rapidement. Alors, on a un tableau de bord de suivi. Chaque fois que vous voyez dans un tableau de bord en rouge, vous devez savoir que ça doit tout de suite, c'est le danger, ça doit tout de suite attirer parce que le rouge tape l'œil et tout ça attire. Ça marque, ça force l'admiration tout de suite. Il faut qu'on s'arrête là parce que c'est du rouge. Alors, nous avons un tableau de bord, nous allons regarder déjà les rubriques. Nous avons lot, à partir de la gauche vers la droite, lot, description, date de début du lot, indicateur, je vais vous expliquer tout à l'heure, les livrables, état d'avancement en sous-titre. Vous avez réunion de vérification et
décision. Ça sont des éléments tangibles hein, sur lesquels on fonctionne. Et également, date de fin, de début et observation. Alors, on a imaginé une entreprise YZ. Donc, tout à l'heure dans la formation, je disais qu'il faut surveiller le tableau de bord. Le tableau de bord, ça, c'est un tableau de bord qui est relatif à un client. Un client. C'est-à-dire, vous devez, ce type de tableau de bord, vous pouvez le consolider avec plusieurs activités que vous déployez. Donc, par la suite, on pourra partager encore un ou deux autres tableaux de bord qui réunissent l'ensemble des activités de l'entreprise. Vous devez segmenter les projets de l'entreprise à part, qui est un tableau de bord. Vous segmentez les activités du mois dans le tableau de bord. Maintenant, dans le mois, nous avons l'entreprise YZ avec qui nous travaillons et il y a une équipe projet qui travaille là-dessus. Alors, donc, nous faisons le tableau de bord de YZ. OK? Ce même tableau de bord-là également peut regrouper dans les parties lot 1, lot 2. À partir du lot 1, on peut avoir projet de transformation de l'ANACAD, ici par exemple. Ici, dans le lot 2, ici, projet d'expansion de la société, dans le lot 2. Projet de réhabilitation de la clinique SW. Ici, projet de relance des activités dans le domaine agroalimentaire. Ce sont des projets. Donc, chaque projet va nécessiter également un certain nombre d'éléments exactement comme cela se retrouve ici dans le tableau de bord. Donc, vous pouvez avoir un tableau de bord qui réunisse l'ensemble des projets, vous pouvez avoir un tableau de bord qui réunisse un seul projet affecté à chaque département. Donc, ici, je suis dans le département développement et marketing. Donc, j'ai un client, je dis, bon, ça, c'est le tableau de bord de ce client pour le suivre, pour ne pas être en retard sur les projets. Alors, communiquer sur YZ pour la visibilité et montrer aux consommateurs la qualité. Donc, c'est le projet qui est là. Dans le lot 1, la date de début. Tout projet a un début et une fin. Les indicateurs. Les indicateurs vous permettent de mesurer, n'est-ce pas, le niveau d'impact de votre travail, de mesurer la réussite, le niveau de réussite ou le niveau d'échec. Est-ce que à partir de ce point-là, quand on voit ce point, on sait que le projet a marché, le projet se développe très bien. C'est ça un indicateur. Comme on le disait tout à l'heure, les coordonnées. Ça, l'indicateur vous permet de savoir est-ce que ça a été fait ou pas. Le Chinois, quand il vous envoie aller faire une course, il ne s'intéresse pas à toutes les parades autour. Qu'est-ce que vous avez fait d'orthodoxe ou peu orthodoxe? Ça, ce n'est pas son problème. Est-ce que j'aime mon résultat? C'est tout. C'est comme ça qu'il fonctionne. Comment on appelle ça? Dans le vocabulaire japonais, faites vos recherches, vous allez constater que jusque-là, il n'y a pas de non, c'est-à-dire impossible, non, no, comme dans toutes les langues, ainsi de suite. Chez le japonais, on peut tout faire, c'est-à-dire non. Tout ce que on doit le faire, on doit avancer. Même le non implique que c'est possible, en fait. Donc, ce sont des indicateurs qui vous permettent de savoir que le travail a été fait ou pas. Quel est mon indicateur? Quand je demande à ce que les entreprises soient prospectées, mon indicateur, c'est le nombre d'appels. Le nombre d'appels effectués, les numéros de téléphone, nombre d'appels effectués. Indicateur de réussite, niveau de réponse. Si c'est 10 appels sur 5, si pour moi, le facteur médian, c'est 5, le facteur de réussite, c'est 8. Si j'ai atteint 8, c'est que c'est réussi. Donc, c'est mon indicateur. Donc, mon indicateur, c'est le niveau de feedback, le nombre de feedback. Si moi, chez moi, mon indicateur, c'est le nombre de feedback, donc je mets ici nombre de feedback des clients. Donc, ici, l'indicateur, c'est le nombre de réactions. Qu'est-ce que nous voulons livrer? Nous voulons livrer une plateforme des administrateurs groupe WhatsApp. État d'avancement, réunion de vérification. UNC, c'est en cours. Associer un numéro WhatsApp à la page Facebook. Alors, on continue. Date de fin du lot. Je dois mettre ici la date de fin du lot. Et au niveau de l'observation, s'il y a un point qui bloque le projet, je fais une observation spéciale pour dire qu'on n'a pas encore de feedback. Feedback non disponible, ou bien feedback non consolidé, ou bien en attente de reporting. Alors, le premier élément indicateur, fiche diagnostic, qu'est-ce qu'il faut livrer? Il faut livrer l'audit de la communication interne. Quel est l'état ici? C'est en cours. Ici, les réunions de vérification et de décision, qu'est-ce qu'on a décidé au cours de la réunion? Demande d'une fiche technique des spécialités et atouts de YZ, manière de procédure. C'est ce qu'on leur a demandé. Ça, c'est ce que le client doit donner. La date de fin, c'est le 15-11e mois 2021. En observation, on a mis retard.
Autre élément à réaliser, indicateur de performance de ce que nous devons organiser ici dans le lot 1, c'est la formation. On a mis REAL, réaliser. Formation des agents commerciaux. Observation, on a fini la formation, il faut que la comptabilité rentre en ligne de compte recouvrement. Donc, il doit savoir que là, il doit faire recouvrement et la date de fin du recouvrement, il faut que la date soit ici si on va être payé dans 45 jours ou dans 65 jours. Nous arrivons ici. Objectif à atteindre du lot, atteint, date d'atteinte. Montrer la qualité des services. Alors, vous avez le lot 2, par exemple, ici. Vous avez le lot 2. Vous avez formation du staff d'accueil et AS. Donc, assistante, comment on appelle ça, de santé. On le signifie ici qu'on le fera à S4 le mois de novembre et S2. Donc, c'est spécifié ici. C'est-à-dire date de début. Date de début. La date de début, c'est S4. La date de fin, la date de début, c'est S2 et S4 de novembre, c'est-à-dire la 4e semaine du mois de novembre. Et la date de fin, c'est la 2e semaine du mois de décembre. Film institutionnel, date de début du premier lot. Vous avez ici S3, vous allez faire ici S3 et vous allez venir mettre la date de fin ici. Donc ici, on le signifie ici, formation du staff d'accueil. Nous avons la S4 du mois de novembre. Nous la faisons dans le mois de novembre, la 4e semaine du mois de novembre et encore dans la 2e semaine du mois de décembre. Et les dates, et vous continuez de les remplir. L'indicateur de la formation ici, c'est quoi? C'est fiche de satisfaction. Fiche de satisfaction de formation. Livrable, ici, c'est les livrables que vous devez mettre à disposition. Ce sont les documents techniques et également tout ce qu'il y a comme stratégie que vous avez développé. Ici, dans l'état d'avancement, dans les différentes réunions, qu'est-ce que vous avez retenu au cours de la formation? Qu'est-ce qui est revenu comme feedback? Vous les signifiez ici. La date de fin également du lot, ici à ce niveau. Et vous pouvez continuer également s'il y a une observation particulière. Peut-être qu'au cours de la formation, les gens ont réclamé encore une autre formation. Vous spécifiez ici formation à relancer. Donc, ça, c'est un modèle. Donc, vous pouvez étirer cette fiche-là jusque-là. Ici, vous pouvez l'étirer parce qu'on a fini un lot, on rentre dans un autre lot. Donc, objectif à atteindre. Donc, vous rentrez encore dans une autre planification. Nous allons passer à un deuxième tableau. Je vais partager un autre écran. Je vais partager un autre écran très rapidement. Partage d'écran. Très rapidement. OK. Voilà. Est-ce qu'on voit l'écran, monsieur Ngora? On voit l'écran. Alors, nous avons un rétro-planning d'exécution des tâches. Ici, qui est plus simple. Nous voulons lancer une activité. Monsieur Ngora, on voit l'écran, hein, j'espère. Alors, un rétro-planning d'exécution des tâches. Vous avez la date, action à mener, ressources, personnes ressources, activités, observation. Alors, vous voyez ici, on a une première semaine. Ça c'est un système très facile en entreprise que nous utilisons, travaillons également là-dessus. Généralement, pour travailler sur les documents, je dirais, les projets techniques, les projets événementiels, les lancements d'un produit, le suivi d'un client, ainsi de suite. Et ça, on spécifie même les noms des différents collaborateurs. Alors, première semaine, stratégie de communication. On identifie toutes les actions. C'est pourquoi c'est important les brainstorming. Vous identifiez toutes les activités à mener. Ça prend du temps, mais c'est bon parce que par la suite, vous faites plus d'efforts. On a mis même le nom de la DCM. Ce n'est pas le nom de notre DCM, mais c'est un exemple ici. Alors, la stratégie, l'action à mener, c'est la stratégie de communication. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la première semaine. On a première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, première semaine de novembre, deuxième semaine de novembre, troisième semaine, quatrième semaine, décembre, première semaine de décembre, deuxième semaine de décembre, troisième semaine et 21 événements, direction commerciale, marketing, jour J du lancement des activités. Alors, qu'est-ce qui va se passer en une minute rapidement? Action à mener, c'est la stratégie de communication. C'est une action qui est propre à ce que vous voulez mener. Les activités, les personnes ressources, c'est la direction commerciale et marketing. S'il y a 2-3 personnes, vous citez leur nom. Mais le premier nom qui est là, c'est la personne qui est le point focal du projet. Activité de la semaine. Donc, on dit semaine de conception. Finalisation du plan de communication avec son plan média. Ça, c'est OK. Alors, ici, on a la créa du projet. C'est l'infographe qui doit le faire. Il doit faire quoi? Il doit concevoir le logo plus le papier en tête. Le lundi prochain, le lundi qui suit, il va faire le sponsoring. Qui doit le faire? C'est la DCM et la direction générale. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit finaliser la liste des sponsors et le choix du parrain. Est-ce qu'à la date où nous sommes en train de parler de ça, c'est OK? Si ce n'est pas OK, on le spécifie. Alors, donc, quand on a plusieurs personnes qui interviennent, la première personne qui intervient ici dans le projet est le point focal du projet. Et la deuxième personne, c'est la personne qui vient en validation. Si le budget a été fait, forcément, le DG doit valider.
Donc, le comptable présente le projet au DG et il fait le budget prévisionnel. Donc, vous voyez, sélection, validation, stratégie, prospection, ça vous permet d'identifier l'ensemble des activités. Et ici également, vous pouvez personnaliser de la première semaine à la dernière semaine, du premier mois au dernier mois de vos activités. Ça va vous présenter, pour finir, notre nouveau partage. On fait un nouveau partage, on va présenter ça. OK. Alors ça, c'est notre application. OK. Notre application qui gère un peu tout ce qui est gestion client, gestion marketing, planification, relance, ainsi de suite. Relance, recouvrement, archivage des dossiers et également tout ce qu'il y a comme, je dirais, planification du service commercial et marketing. Donc, je vais vous montrer très rapidement. Voilà. OK. Alors, je vais partager, nouveau partage. Je vais faire ça. Voilà. OK. Alors, vous voyez sur l'écran archivage. En haut, ici, liste des projets. Ça, c'est l'application qu'on a mis en place. Liste des projets, fiche client, KSL, Moseb recouvrement, ça, il s'occupe de tout ce qui est recouvrement. Ici, ce fichier-là consolide l'ensemble de vos contrats, les coupons, les démos de projets. Si vous avez fait des démos de projets, vous les sécurisez là. Les nouveaux projets. Ici, vous avez les états des projets, l'état d'avancement des projets. Ça vous rappelle ça tout de suite. C'est une application qui vous permet de pouvoir développer les éléments par la suite. La liste des projets, l'habilitation, la configuration, le plan de classement, les composantes, les services, la diffusion, l'archivage, à quel moment le projet a démarré, à quel moment il s'arrête, le contrôle de connexion, le contrôle des tâches et le lanceur d'alerte. Ça, nous les appelons les lanceurs d'alerte du système. Donc, il vous rappelle tout de suite à partir d'un système que vous êtes en retard sur le projet, que vous avancez sur le projet et que vous devrez véritablement mettre du sien dans l'atteinte de vos objectifs. Nous n'avons pas la science infuse, nous vous présentons un certain nombre d'éléments qui devraient permettre à nos différents managers de pouvoir atteindre les objectifs. On a je dirais, le concept même en lui-même qu'on aura l'occasion de vous le présenter. Vous l'avez à l'écran, c'est Moseb, offrir à nos clients plus de services. Plus de services et vous avez là-dedans, nous allons le partager avec monsieur Ongouran. Nous allons annexer à cela. Vous allez voir les différents services qui sont là-dedans. Ça vous permet de faire la recherche client sur Internet, définir les personas, segmenter pour vous la clientèle sur le net, faire la gestion des stocks, l'inventaire également. Donc, Moseb est un outil central de gestion et sur une performance, optimisation de vos coûts, faire également l'analyse, faire la gestion des achats, la gestion des ventes, le contrôle de gestion des budgets, la gestion comptable des différents comptes, des fournisseurs, les immobilisations, la gestion des stocks, la gestion de la productivité au sein de l'entreprise, la gestion du personnel, pour voir également au niveau des compétences et au niveau des compétences ce qu'il faut encore former à nouveau, et faire les évaluations en interne parce que chaque fois en entreprise, il faut essayer de réévaluer le service pour voir qui est au beau fixe de sa performance. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention, j'imagine, cette formation qui porte sur les objectifs et les motivations secrets d'une entreprise réussie. Sachez que toute entreprise a besoin d'un tableau de bord, doit mesurer le niveau d'engagement de ses collaborateurs, doit planifier, doit transformer ses axes stratégiques en axes opérationnels à travers un tableau de bord bien suivi, avec rigueur, avec une équipe également qui est engagée à le suivre, avec un manager également qui sait mettre en place le management par objectif. Donc, je vous invite véritablement à vous engager dans le management par objectif, de ne pas naviguer à vue, de travailler sur votre to-do list. Chaque jour, il faut avoir une to-do list. Et puis, vous-même, soyez votre propre policier et dites-vous que si je n'atteins pas mes objectifs là au cours de la journée, c'est que c'est peut-être un déni de moi-même parce que je dois rendre compte à moi-même, à ma propre personnalité. Tout part de moi.
Et sachez, comme on l'a signifié également dans les sources de motivation des entreprises, le manager doit faire faire. Le manager est une source de motivation pour ses employés. Le niveau d'exigence du manager est un modèle pour ses employés. Il doit avoir un niveau d'exigence très important sur lui-même, sa propre personnalité, sur lui-même, sa façon de gérer, sur lui-même, sa façon de contrôler sa veille stratégique et sur lui-même son engagement. Merci et que nous sommes disposés maintenant aux différentes questions. Merci. Merci, M. Ngouan. M. Kouadio? Allô, M. Kouadio? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Non? Voilà, d'accord. Jean-Luc, est-ce qu'il y a encore, ou alors on va suspendre? Paul, je pense qu'il y avait quelques questions déjà dans le chat concernant les différents tableaux. Donc, de certaines personnes qui souhaitaient savoir si les tableaux seraient mis à disposition. Je parle sous ton contrôle, mais je pense que c'est prévu. Oui, oui, tout ça c'est prévu. Les différents tableaux et les différents supports seront partagés aux différents chefs d'entreprise sans aucun problème. Jean-Luc, tu peux le confirmer, ça n'a pas de problème. D'accord. Madame Naounou, Monsieur Naounou Mathias Daleba souhaitait savoir si l'application mentionnée par Monsieur Kouadio était à vendre. Est-ce qu'elle est en vente ou bien est-ce qu'il est possible de la télécharger quelque part? Bon, M. Kouadio Edem, veuillez répondre. Je pense que c'est vous qui êtes mieux placé pour répondre à cette question. Répondre, elle est à vendre sur une plateforme comme ça, mais je veux dire qu'elle n'est pas, l'application n'est pas gratuite. D'accord. Monsieur Kouadio, merci. Alors, pour ceux qui souhaitent, allez-y. Vous pouvez juste me mettre en contact avec le frère qui a posé la question et puis si des gens sont intéressés, on va commencer à organiser. Pas de problème. C'est compris, Monsieur Kouadio. Je pense que peut-être que pour tout le monde, on pourrait avoir vos contacts qu'on mettrait dans le chat. Comme ça, pour les personnes intéressées, ce serait plus facile. Ou bien, si vous avez la possibilité de nous mettre à l'écran vos différents contacts. Monsieur Kouadio, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je suis en train de le faire à l'instant dans le chat. D'accord, très bien. Alors, le temps que Monsieur Kouadio le fasse, voilà, on a son numéro de téléphone désormais dans le chat, donc visible de tous. Pour ceux qui ont des questions, je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat directement ou bien lever la main. Le micro vous sera passé. Paul, je pense qu'on n'a pas de questions supplémentaires dans le chat, donc je te laisse le mot de fin. D'accord. OK. Merci Jean-Luc. C'était la compréhension. Donc, d'accord. Je voudrais encore une fois de plus dire merci à M. Kouadio Edem pour son engagement, sa disponibilité quant à accompagner nos différents chefs d'entreprise sur le renforcement des capacités techniques et managériales. Dis également merci à tous les chefs d'entreprise présents et leur rappeler que demain encore, mais cette fois-ci à 14h30, nous avons un autre webinaire avec un autre expert sur les thématiques de problématiques de financement des PME par la voie bancaire. Donc, j'exhorte donc, les invitations vous ont été lancées. Donc, je vous exhorte à vraiment vous connecter massivement, vous inscrire d'abord et puis vous connecter à 14h, 14h30 pour pouvoir suivre cette formation. Donc, Monsieur Kouadio, merci. Merci également aux différents collègues, à Jean-Luc et puis aux autres collègues à Cissé, Awa, à Djarasuba. Merci. Et puis aussi à tous les chefs d'entreprise. Monsieur Edem, si vous avez un mot de fin, sinon on va se dire au revoir. Manager par objectif, c'est traduire la ligne imaginaire en action opérationnelle. Merci de faire du management par objectif et d'être toujours des sources de motivation pour vos différents collaborateurs. Merci. D'accord, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a posé encore une question pour parler du support. Le support vous parviendra avant la fin de la semaine.
Et puis, vraiment, à demain, 14h30. Merci et au revoir. Jean-Luc, merci. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.